Alright, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, le podcast, c'est une présentation de la coopérative du Sanctuaire. Ça, c'est une coopérative qui a pour but de professionnaliser la musique émergente. La musique émergente, c'est quoi? Pour la plupart du temps, c'est les invités que je reçois à mon podcast, c'est les artistes que vous trouvez dans les rues, les artistes que vous connaissez pas, que vous entendez dans les bars, dans les restos, puis qui méritent plus d'attention, plus de visibilité et de faire une meilleure musique. Et donc, cette coopérative-là a pour but de faire ça en offrant un abonnement, un certain montant par mois. Et ça te donne accès au studio et à plein d'autres possibilités qu'offre leur salle, qu'elle orbite. Tu peux même la louer pour faire tes spectacles si jamais tu trouves que c'est plate le COVID puis que tu as le goût de faire plus de shows malgré cette pandémie mondiale. Ben, tu as juste à louer la salle. Puis en plus de ça, si tu veux, tu peux avoir d'autres services comme mettons des ateliers sur les droits d'auteur ou sur les redevances. Ça te donne plein d'informations pour démarrer ta carrière ou l'amener à un autre niveau. Parlant d'un podcast qui, je crois, va m'amener à un autre niveau, le podcast que je viens de tourner avec Thomas Levac en fait partie. J'ai capoté. J'ai vraiment... Ben, Thomas, c'est un individu que j'aime beaucoup depuis longtemps. Je le suis depuis quelques années, puis... Il me divertit énormément. Je l'apprécie beaucoup. Puis on a eu une belle discussion. On a parlé de ma première fois. Je m'attendais pas à parler. Ben, en fait, non, je m'attendais à parler de ça. On a parlé de sa jeunesse et du fait qu'il est nouvellement papa. Et donc, j'espère que vous allez aimer ce podcast. Bon épisode. Alright, Thomas, on a déjà un peu commencé à parler, mais comment ça va? Ça va extrêmement bien. Super. Une chose qui m'a marqué vraiment à travers tes podcasts avec ta blonde maintenant, c'est à quel point votre communication était bonne, à quel point vous avez l'air d'avoir une communication je n'irais pas jusqu'à dire saine parce que, honnêtement, j'ai peu d'expérience, je ne peux pas déterminer si c'est sain pour vous, mais vous avez une excellente communication, vous n'avez pas l'air d'avoir de tabous. Est-ce que je me trompe? On a des tabous, okay. Mais on n'aimait pas. On en parle avant et on n'en parle pas dans le podcast. Okay. mais c'est vrai, c'est intéressant que tu dises ça. Il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder dans le podcast, parce qu'on veut quand même se garder une intimité. Alors, on se le dit avant. Il y a aussi une question de... J'ai tellement passé de temps avec cette femme-là que je connais son rythme. Fait que je sais quand arrêter de parler. Je sais quand est-ce qu'elle finit une idée. Alors, c'est particulier. Pour vrai, si vous voulez faire un duo de podcast, faites-le qu'une personne avec qui vous couchez. C'est vraiment bon. C'est pour ça que mon co-animateur, ça marchait pas. Ça marchait pas! La sexualité n'était pas bonne. Voilà, vous n'avez jamais couché ensemble. C'est ça le problème. C'est pour ça que Nico puis moi, ça va fucking bien dans le podcast. Dès que j'ai de quoi, il répond parce que Nico puis moi, on a une superbe sexualité. Honnêtement, j'aimerais ça recevoir Nicole à pourquoi vous l'appelez? Je comprends pas pourquoi vous l'appelez Nicole quand son nom c'est ça Nicolas. Dépend, je sais pas. Au début... Il veut qu'on l'appelle Nicole. Ah ouais? Il veut qu'on l'appelle Nicole. Je crois, je l'ignore. Ça, c'est la preuve qu'il aurait aimé ça être une femme. Sans doute. Mais il est très... Sais-tu quoi? Nicolas serait une superbe femme. Ouais, avec des longues jambes. Puis un long cou, surtout. Un long cou. C'est ça ma force, je pense. Un long cou, on peut faire des bisous. Ouais, écoute, moi aussi j'ai un long cou, pourtant je fais juste 5 et 6. Mais t'as 4 pieds dans le cou. Exactement, genre 4 pouces de cou. Fait que c'est fucked up. Mais, est-ce que la communication dans tes couples, ça a toujours été quelque chose dans mes couples, non? OK. Non, ça n'a pas toujours été... important. Par contre, une des raisons pourquoi ça fonctionne avec Steph, c'est que je crois qu'on communique bien et qu'on a peur. Du moins, j'ai pas peur de lui dire tout ce que je pense. Et elle n'a pas peur de me dire tout ce qu'elle pense. Je crois que c'est un des secrets pourquoi ça fonctionne. Puis comment est-ce que vous avez établi cette communication-là? Est-ce que ça a commencé très tôt? Comment est-ce que ça a commencé? Extrêmement tôt. Ça a commencé qu'on s'est rencontrés sur Internet, on chattait beaucoup. Ah ouais? Alors c'est comme ça qu'on s'est... Wow, attends, je veux comprendre comment vous êtes rencontrés. Ah, vas-y, go. Ça a commencé... on l'a pu, hein? On avait la photo... Non, bref. Il y a 2 ou 3 ans, aux Oliviers, le gala des humoristes, j'étais en nomination, j'étais content, j'avais un beau suit que mon ami Ménade m'avait pas acheté, mais il m'avait conseillé. J'ai beaucoup de misère à t'imaginer avec un suit. Je suis pas beau avec un suit.
C'est pas super. La plupart des hommes sont beaux avec un suit parce que ça... Mais moi, j'étais beau dans ce suit-là parce que c'est Ménade, qui a beaucoup de style et qui me l'a conseillé. J'avais mon beau suit et Steph est venue me voir. Je la connaissais pas à l'époque. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Je trouve vraiment drôle. » Puis j'ai répondu « C'est normal, c'est mon métier. » Elle a fait « Pardon. » Puis je l'ai pas regardé. J'étais comme ça. Elle me regardait, moi j'étais comme ça. C'était trop cool. Ça, c'est nous. Pause Olivier. Oh shit. Ouais, ben, j'espère. Ça, c'est nous. Pause Olivier. Parce que je pense pas qu'elle aurait réagi comme ça quand tu lui as dit « Je sais, c'est mon métier ». Elle a pas aimé ça. Et ce qui s'est produit, c'est que quelques jours plus tard, je suis allé dire allô. Parce que je voulais la cruiser, parce que je voulais avoir un rapport sexuel avec elle. Mais quand tu l'as vu pour la première fois, est-ce que tu avais déjà Moi, j'étais business. Moi, j'étais là pour la business. J'étais là pour la business. Fait que ce qui est bon pour la business, c'est insulter quelqu'un d'important dans la business. Une action très logique. Parce qu'il faut savoir que Steph, c'est une agente très importante dans le milieu des arts. Bref, en humour. Genre, j'ai humilié en public. Nice. C'est ce que j'ai fait. C'est la première chose que j'ai fait avec elle. Ensuite, on a parlé sur Internet. On a énormément parlé. Tu passais par-dessus le fait que tu l'as insulté comme première rencontre. Ça s'est passé comment? Elle a ri de moi. J'ai dit salut. Elle m'a dit salut, mon ami des Oliviers. Puis ça m'a percuté. Ah, c'est elle, je m'en souviens. Parce que si t'en souvenais pas, toi, t'es juste venu jaser parce que tu la trouvais belle. Ouais. Moi, t'es trop cool. Je voulais juste dire, yo, cette fille-là, je veux en savoir plus. Et on est tombé à l'amour. On a beaucoup discuté, on s'est dit je t'aime. Et ensuite, on s'est rencontrés pour la première fois, on a fait l'amour. Et quelques semaines plus tard, on était un couple. OK. Ça a été quand même rapide, j'ai l'impression. À la vitesse du son. OK. Extrêmement rapide. Est-ce que toi, t'étais... Oh, t'allais dire quelque chose? Non. Je pensais... Est-ce que je suis éjaculateur précoce? Non. Je suis juste rapide en amour. OK. Ben, écoute, même si c'est qu'il y a des filles avec qui j'ai couché qui m'écoutent qui font non, il y a les deux. Avec moi, c'est le contraire. T'étais éjaculateur précoce et t'as jamais voulu t'engager. Ça, c'est possible. Mais avec Steph, c'est l'inverse. J'ai pas de misère à m'engager et je sais retenir mon orgasme. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. C'est pratique, écoute. C'est pratique. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Steph. C'est en discutant sur Messenger. OK. Et ce qui est cool sur Messenger, c'est que tu fais rapidement... Steph déteste le small talk. Moi, j'adore le small talk. Je peux faire du small talk pendant des... j'adore ça. OK. Steph déteste. Physiquement, ça lui fait mal. Alors, très rapidement, ça a été profond. C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes peurs? Qu'est-ce que tu as aimé de tes relations? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce qui est cool avec Steph, c'est que elle déteste le mensonge. OK. Alors, elle préfère une vérité percutante que lui mentir. Mais quand je dis elle déteste le mensonge, ça peut être t'as-tu froid? Ici, elle apprend que t'as froid, ça l'irrite. Elle a fait t'as froid, pourquoi tu me dis pas que t'as froid? Voyons donc, on ment. Elle aime vraiment pas le mensonge. Alors, ça aide pour la communication. OK. Puis, tu dis que ça a été à la vitesse du son. Est-ce que tu avais l'habitude que tes relations antécédentes aillent aussi vite? Oui. OK. Oui. Oui. Je trouve que je sautais avec n'importe qui. Pour moi, c'était tu t'as pas de pomme d'Adam et tu ris à une de mes blagues. J'étais cool, on va fonder une famille. Ah ouais, OK. C'était l'engagement aussi qui était super rapide. Mais je m'engageais, mais 2 semaines plus tard, je te le laissais. Puis je m'engageais avec quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. C'était quoi ça avait l'air de quoi tes relations avant Steph? J'en ai eu plusieurs. J'ai eu des relations amoureuses de longue durée. J'ai eu ce qu'on appelle des amantes. J'ai eu des gens qui ont dit on se fréquente. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment un couple, mais on agit comme un couple. Puis on veut pas que l'autre couche avec l'autre. Mais on n'est pas un couple. Ce que tout le monde fait à mon âge. Bref. J'imagine, oui. C'est plaisant. Ça, je l'ai fait beaucoup. Alors, c'était ça. J'ai eu quelques relations amoureuses avant. Mais avec Steph, c'est une des premières fois que j'ai rencontré... Moi, avant de rencontrer Steph, je m'étais dit je serai jamais en relation amoureuse. Je vais être quelqu'un qui va être célibataire avec des amantes. Puis c'est bien correct. Ça va être ça, ma vie sentimentale. Mais il n'y a aucun mal à ça. Je suis pas faite pour être en couple. Il n'y a aucune femme qui me plaît pour qu'elle vive avec moi et qu'on fonde une famille. C'est pas grave. Mais en rencontrant Steph, j'ai fait ça, je suis prêt à le faire. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire je suis prêt à le faire? À son ouverture. Ah ouais? Okay. Alors, tu peux tout dire à Steph. Tu peux tout dire. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle a développé à force d'être avec quelqu'un comme toi? Okay. Elle est plus que moi. Elle est beaucoup plus ouverte. Steph est beaucoup plus ouverte d'esprit que moi. Ce qui explique pourquoi elle sort avec moi. faut être ouvert d'esprit pour sortir avec moi.
Oui, mais ça doit être extrêmement... Il doit avoir des points positifs, extrêmement positifs de sortir avec toi. J'imagine que j'aimerais sortir avec comme toi. je suis pas éjaculateur précoce. Ben, ça, c'est un point positif. Mais le fait que tu sois drôle, que t'es divertissant... Je suis drôle. L'humour, je crois que c'est la surprise. Toute joke, toutes les fois qu'on rit, je crois que c'est parce que c'est dû à une surprise, on est surpris. Quand tu vis avec quelqu'un, 24/24, en plus il y a une pandémie, où tu es tout le temps avec, la surprise est moins là. Fait que Steph me trouve beaucoup moins drôle qu'à ce fameux gala des Oliviers où elle me dit « Toi, t'es drôle ». Ouais, je témoigne, j'ai pas eu énormément de relations, mais la plupart du temps, quand on passait beaucoup de temps ensemble, on était comme « Ouais, ben, je te trouvais drôle au début, puis à un moment donné, je me suis tanné. » Ils sont très froides, les gens avec qui tu sors. Très froide. Ouais. Wow! Ah, c'est wow! J'aime que un truc que je viens de dire. Je me passe la main dans les cheveux parce que tu te passes la main dans les cheveux, mais j'ai pas de cheveux. Fait qu'il faut que j'arrête ça. Ouais, mais écoute, peut-être que dans 1 an, si on refait un podcast, je vais être dans la même situation que toi. C'est-à-dire que tu vas. Non, je vais avoir les cheveux. Je vais les raser puis je vais les donner. Oui, mais non, moi, je les ai pas donnés. Ouais, non, je sais. Puis je pense que t'auras jamais ce creux-là. Écoute, l'avenir me le dira, j'ai juste 19, donc... Ah, c'est incroyable. Ah ouais? Oui. Tu me donnais plus? Oui. Ah ouais, tu me donnais combien? 24 ans. Wow. Je te jure. Je suis nul avec les âges, on va le mentionner. Là. Honnêtement, ça me fait penser... À un moment donné, je sortais d'un club un samedi soir, j'étais pas mal amoché, puis j'ai rencontré 2 filles très amochées. J'étais allé attendre mon ami. Mon ami, il cherchait une toilette désespérément. Et au lieu d'aller dans un club, parce qu'il avait peur de se faire sucer le pénis, il est allé dans un restaurant à côté. Il y avait 2 filles qui m'ont dit « T'as quel âge, d'autres? » Là, j'ai dit « J'ai 18. » Pourquoi? On dit « OK, parce qu'on dirait soit que t'as 16 ou 35 ans. » Avec qui tu tiens? Les gens, ils se permettent de dire des choses très blessantes. Non, mais je les connaissais pas. Je les connaissais aucunement. Je leur ai dit pourquoi. Ils m'ont dit « T'as une baby face, mais des traits extrêmement définis. » Puis je me suis juste dit, Chris, ça me regarde beaucoup trop. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avais le goût de dire, sois pas whack, mais... Ouais, sois pas whack! C'était pas whack. Mais je suis dans un groupe de couple ouvert. Bien sûr! J'adore ça. C'est merveilleux. Oui, on a un groupe Facebook qui s'appelle Maintenant les coucous de la marine. Parce que des internautes se sont plaints qu'ils peuvent pas publier sur le groupe qui s'appelle Couple ouvert parce qu'ils ont des membres de leur famille qui leur disent pourquoi t'es couple ouvert, qu'est-ce qui se passe, attention maladie. Ils ont pas envie de répondre à ce genre d'interrogation. Ils veulent juste partager des memes sur une page de podcast québécois. Mais c'est merveilleux, honnêtement. Le fade-in de ton visage à celui de Louis T, à celui de Guillaume, merveilleux. Quel beau montage. Oui, c'est merveilleux. Toi, ton premier contact avec l'art, c'est quoi? Quelle question fantastique. Wow! Mon premier contact avec l'art, c'est sans doute quand j'étais enfant. J'écoutais beaucoup... la télévision. Mon premier contact avec l'art, c'est par la télévision. Comme beaucoup. J'écoutais énormément de télévision, particulièrement les cartoons et les sitcoms. Okay. Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en écoutant des émissions de télévision. Okay. Parce que j'étais un enfant unique qui passait beaucoup de temps seul. Yeah! Enfant unique. Yeah! Et c'est la télévision qui m'accompagnait, qui me sortait de ma solitude. OK. Mais toi, on va sauter tout loin dans le sujet. Tu as quand même eu une enfance particulière. Oh, on peut dire ça? Tu as eu un père particulier. J'ai un père particulier. Tu parles beaucoup de ton père. Oui. Comment il t'a élevé? Tu parles beaucoup des effets que ça a eu sur toi, mais j'aimerais avoir un aperçu un peu de... C'était quoi ton quotidien quand tu étais plus jeune puis que tu as été élevé par cet homme-là? Si t'es à l'aise d'en parler. Ben oui, je suis à l'aise, bien sûr. Mon père, comment il est, mon père? Mon père, c'est un homme incroyablement ouvert, mais aussi fatigué. Alors, mon père m'a toujours donné de la liberté d'être comme je voulais. Par contre, être comme tu veux à 11 ans, c'est particulier. Tu as besoin d'encadrement. Oui. Et l'encadrement de mon père était... Je crois qu'à long terme, dans les arts, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé pour ne pas avoir de frontières. Oui, parce que quand tu t'exprimes sur scène, il n'y a aucun filtre. Exactement. Exactement. Mais c'est bon des frontières dans la vie. C'est vraiment bon des frontières. C'est vraiment bon respecter la bulle des autres. C'est vraiment bon pas toujours dire la chose dérangeante. C'est vraiment bon pas toujours attirer le regard des autres sur soi. Dans le show business, des super bons attributs. Dans la vie de tous les jours, ça peut être lourd. Ouais. Et j'ai très peu... Je crois... Mon père m'a beaucoup élevé à débattre, m'a beaucoup élevé à discuter, m'a beaucoup élevé à être connecté avec mes émotions.
Je crois que c'est bien. C'est extrêmement sain d'être en connexion avec tes émotions. Il y a plein de pères qui apprennent à leur fils à... T'es un gars, il faut pas que tu montes tes émotions. Puis ça, c'est extrêmement malsain, à mon opinion, de faire ça. C'est super positif qu'il a fait ça. C'est très positif. Gloire à lui. OK. Par contre, c'est aussi le fun d'apprendre à son fils, voici comment on mange, voici comment on se comporte à table, voici comment on fait des devoirs. J'ai pas vraiment eu d'éducation pratique. J'ai une éducation d'intelligence émotionnelle A1. Je crois, malheureusement, que j'ai pas eu les autres outils. Alors, des fois, je me sens pas outillé. Enfin, comme j'apprends à conduire en ce moment, j'ai 32 ans. OK. Non, c'est pas vrai. Conduire, c'est pas la faute de mon père. J'étais un Montréalais puis j'ai pas besoin de conduire. Mais mettons, je sais pas faire de vélo. On va pouvoir. Tu es capable de patiner? J'ai appris à patiner comme 4 ans. All right. Ouais. Écoute, je me reconnais énormément en toi. J'ai appris à faire du vélo quand j'avais 15 ans. J'ai appris à faire du patin il y a peut-être 3 ans sur une croisière, ce qui est extrêmement bizarre. C'est extraordinaire. Ouais. Puis tout le monde m'a dit « Ah, t'es le Canadien, vas-y, montre-nous comment. » Moi, j'étais en train de tomber, je titubais. J'avais l'air d'un gars sous sur Saint-Denis. Ah, c'est génial, ça. C'était pas super. Mais, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'apprendre à faire du vélo, apprendre à patiner, à faire des affaires? Mes amis m'ont dit apprends à patiner, puis j'ai appris à patiner. Je suis beaucoup dans je ne sais pas faire ces choses, je vais le faire. OK. Puis tu dis que tu t'as manqué d'éducation pratique. Ouais. Comment est-ce que tu as développé? Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, tu es quand même éduqué? Zéro. Zéro? Zéro. OK. Donc, tu sens encore les effets de ce manque je pense pas d'éducation là-dessus? Ouais. Ce que je fais en ce moment, j'essaie... Évidemment, la bonne nouvelle, j'ai l'intelligence émotionnelle pour exprimer quand je sais pas faire quelque chose puis trouver une solution. OK. OK, cool. Ouais, parce que longtemps, je me suis plaint, je me plains encore. J'adore me plaindre. Ah, que j'aime ça être une victime. Mais ce qui est plate, quand tu veux être aimé, tu fais juste te plaindre, c'est difficile. Souvent, on te reproche que tout ce que... T'attires la pitié, puis ensuite... t'attires pas la pitié. Les gens, ils font, mais là, ça va, là. C'est fini. Alors, au lieu de tout le temps faire, je fais pitié, je trouve des solutions et je demande « aide-moi » et on m'aide. OK. Super. Puis l'humour, ça t'est venu comment comme solution à ton malheur? Parce que, je suis pas assez... je connais pas assez ta vie pour dire que, à travers ton podcast, j'ai pu deviner que t'étais un petit peu malheureux avant de tomber sur l'humour. Qu'est-ce qui t'a... Comment ça t'est venu comme solution? J'ai pas d'éducation. J'ai lâché l'école secondaire à 16 ans. J'ai pas de secondaire 5, parce que j'avais juste des jobs minables et... Je travaillais de nuit au couche-tard et à mon premier quart de travail, j'ai eu un hold-up. Et je me suis dit, waouh, le hold-up était horrible. Et après le hold-up, je me suis dit, avec mon diplôme, avec mes capacités, tout ce que je peux faire, c'est travailler au McDo, travailler au couche-tard, avoir des jobs minables. Je dois trouver un moyen de m'en sortir, mais j'ai pas le courage de retourner à l'école. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis tourné vers le show business. Je me suis dit, je vais essayer de décrire de la comédie. Et c'est comme ça que je vais... Peut-être que si j'écris de la comédie, elle ne va plus jamais me pointer une arme sur moi. Ah ouais? Ça a commencé comme ça. Ça a commencé que je voulais trouver une job avec le peu d'éducation que j'avais. Et je me suis dit, la comédie. Tout ce que tu as besoin pour être bon en comédie, c'est un peu de talent et énormément de vouloir. Et j'ai beaucoup de vouloir. OK. Mais tu dis que ça... quand même, la situation, tu étais en situation de danger. La menace était présente, puis la solution que tu as trouvée, c'était l'humour. Est-ce que, quand tu étais plus jeune, quand tu te retrouvais en situation de menace, l'humour était ta solution? Oui. Tout le temps. J'ai toujours été... j'ai jamais été le plus drôle de ma gang, mais j'étais celui chez qui faire rire, c'était le plus important. J'étais pas le plus drôle, mais il fallait absolument que j'aille mon gros rire de la semaine. Et je comptais mes rires, et je comptais ceux des autres. Et quand il y avait un gars dans la classe plus drôle que moi, ça m'affectait. Alors, ce qui était à chaque année. Alors, ça, j'ai fait « Ah, tu prends ça au sérieux. » Et moi, dès que j'étais enfant, tout le monde me disait « Tu vas devenir humoriste, tu vas devenir humoriste. » Ouais, enfant. Selon toi, pourquoi est-ce que les autres disaient ça? Je cherchais tout le temps à faire rire. Okay. Tout le temps, systématiquement. J'ai compris que j'étais humoriste quand le prof disait « Fais pas telle affaire, Tom, tu vas être en retenue. »
Je vais dire, mais si je le fais, ça va créer un rire, moi le faire, go. C'était plus important de créer le rire que la retenue. Et bizarrement, j'ai 32 ans puis je suis encore là-dedans. Si il y a une joke qui dérange puis le monde va me crier après, je veux la faire. J'adore faire une joke puis me faire crier après par des inconnus. Ah ouais. Mais il y a tellement de façons que je pourrais aborder ce que je veux dire. On va laisser un moment de silence. Cool. L'humour, c'est... Est-ce que tu as l'impression que vouloir faire rire le plus, pas être forcément le plus drôle, mais être celui qui souhaite faire rire le plus, c'est la meilleure façon... c'est le premier signe que cet enfant-là ou cette personne-là a un potentiel pour devenir humoriste? Non. Non? Vraiment pas. OK. Tu veux savoir c'est qui l'humoriste, généralement, tu regardes celui qui est le plus silencieux. Les gens énormes. C'est curieux, j'ai 2 ans, j'ai fait des ateliers dans une école secondaire. Je fais des petits cours de stand-up dans une école secondaire. Les plus drôles, c'était pas les clowns. C'était la fille dans le coin de la classe qui a ses manches comme ça. Puis même, puis qui dessine. Puis là, tu lui demandes, ouais, t'as-tu écrit une blague? Puis c'est la blague la plus drôle du monde, la plus percutante. C'est ce que j'ai observé, parce qu'avant d'être humoriste, j'étais auteur. Les humoristes avec qui j'ai collaboré, qui ont le plus de succès, c'est les plus silencieux. Ils observent les autres, ils se créent des scénarios, ils réfléchissent. C'est surtout eux qui absorbent. C'est les plus drôles. OK. Peut-être pas... c'est les introvertis. Ce qui était particulier quand j'écrivais, c'est que j'étais tellement plus extraverti que les gens avec qui je collaborais. Les autres auteurs étaient introvertis? Tous les auteurs que je connais sont introvertis, OK. Mais surtout les humoristes. Ah ouais? Ouais. OK. La grande majorité des humoristes que je connais sont introvertis. OK. Puis, admettons, t'as fait ça combien de temps? Auteur? Ouais. 10 ans. Non, je voulais dire auteur 10 ans. 10 ans. OK. C'est quoi ton expérience en tant qu'auteur? J'ai travaillé pour Un Bye Bye, j'ai écrit pour En Mode Salvaille, Feu en Mode Salvaille, j'ai écrit pour Med, une série à sketch à vrac, j'ai écrit pour Les Détestables, j'ai écrit pour Adib El Khalidé, j'ai écrit pour Catherine Levac, j'ai écrit... c'est à peu près ça. C'est comme ça que je gagnais ma vie. J'écrivais pour des trucs, soit un peu beaucoup pour la télévision, beaucoup pour les stand-up. Puis est-ce que tu avais du plaisir à écrire? J'adore écrire. Ah oui? C'est le fun. J'adore écrire pour les autres. J'adore écrire pour les autres humoristes parce que ce qui est génial d'écrire pour un autre humoriste, c'est que tu le vois de l'extérieur et tu vois qui il est, tu vois ce qu'il dégage. Fait que c'est vraiment amusant se mettre derrière la personne et donner des trucs à dire ou du moins l'orienter. Parce que aussi, les personnes avec qui j'ai écrit, c'est très, très, très différent. Le processus est très différent, mais c'est génial. Exemple, meilleur exemple, c'est que chaque fois qu'Adib me voit sur scène, il me pitch une joke exceptionnelle. Parce qu'il me voit. Okay. Il me dit Yo, toi, ce que tu devrais te dire, c'est ça. Et en plus, il y a une liberté pour écrire pour les autres de moi, si j'avais telle énergie et j'avais si je dégageais tel élément chez moi pour faire rire, voici ce que je dirais. C'est génial d'écrire pour les autres. Ah ouais? Puis, ça t'est venu de où? C'est niaiseux, mais c'est un peu comme écrire pour un personnage. Ouais. N'importe quoi. Je prends un exemple connu, disons, écrire pour un personnage. À l'époque, j'écrivais pour François Bellefeuille. C'est vrai, j'ai aidé François Bellefeuille avec quelqu'un. Ah ouais? Ouais, je m'en souviens. Au début de sa carrière. Ce qui est un personnage, je dis n'importe quoi, The Office. T'as tellement vu d'épisodes de The Office que ouais, Dwight dirait ça, Michael dirait ça, c'est parce que c'est tellement défini. Les bons humoristes sont bien définis. Et les humoristes hallucinants sont bien définis et ils réussissent à se redéfinir par montrer un autre aspect de leur personnalité. Puis c'est comme ça qu'ils te surprennent. Parce que je répète que tout humoriste fantastique, tout humour plutôt, est basé sur la surprise. Si tu sais ce que l'autre personne va dire, tu vas être moins apte à rire. Mais si tu as une idée de la personne, ensuite tu te surprends, c'est hallucinant. Le meilleur exemple de ça, c'est Adib El Khalidé. Ah ouais? Chaque fois qu'il fait un spectacle d'1 heure, ça n'a pas rapport avec le spectacle précédent. Puis qu'il ne peut que te surprendre. Ah ouais? Tu t'attends à quelque chose, il sait à quoi tu t'attends, puis il fait, tu m'attends là, wouah, je suis ici. Est-ce que c'est... comment tu l'as rencontré, Adib? À l'école de l'humour. Oui. J'ai rencontré Adib à l'école de l'humour. J'ai rencontré Adib, j'ai commencé à laisser dans son... Je l'admirais. Moi, en rentrant à l'école de l'humour, il fallait faire en début de session, tu dois faire une petite présentation de toi-même.
Et Adib, c'était, à mon avis, le meilleur. Ce qui est drôle, c'est qu'Adib, dans sa cohorte, c'était le pas bon. Ah ouais? On disait, ouais, Adib, c'est le pas bon. J'ai su ça par la suite. Moi, je ne savais pas. Pour moi, c'était le meilleur. Ça sautait aux yeux. Mm-hmm. Alors, très rapidement, le midi, j'allais à côté de lui, je disais pas bonjour. Puis je l'écoutais parler à ses amis. Il trouvait ça bizarre, mais il savait pas comment dire « Hey, gars que je connais pas, arrête d'être à côté de moi puis m'écouter. Mm-hmm. Alors, j'écoutais ce qu'il aimait. Après, je mettais, mettons, il nommait un auteur, fait que le lendemain, je le mettais dans son casier. Genre, mettons, un disque de Radiohead. Ouais, puis il aimait pas ça, mais il savait pas comment me le dire. Et j'ai fait ça pendant quelques moments, jusqu'à la fin de l'année où il fallait faire des pitchs, il fallait présenter des séries web à des producteurs. Mm-hmm. Et moi, je me suis dit, je m'en fous. Ils vont jamais rien faire avec ma série, je vais faire un petit numéro comique. Je suis rentré, j'ai collé ma gomme sur la table, j'ai dit salut les big shots, j'ai fait un numéro comique, j'ai fait rire bien du monde. Bien des gens de la cohorte, ils ont eu honte. Ils m'ont dit, tu nous as fait honte, mais Adib m'a trouvé drôle. Il m'a dit, ah, toi, t'es drôle. Okay. Et quelques mois plus tard, on traînait ensemble, puis il m'a dit, tu veux-tu qu'on chill ensemble? J'ai dit, on peut peut-être collaborer. Il a fait, ouais. Et ça a commencé comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Adib. Je l'ai fait bien rire. Très tôt, Adib a eu des contrats, puis il s'est dit, je devrais avoir un auteur. Je devrais avoir un auteur près de moi. La part des humoristes que je connais ont juste un auteur qui rôde autour. Je devrais avoir ça, moi aussi. Ouais, Tom, je m'en suis fait à l'école de l'humour. Il y avait un gars qui s'appelait Thomas, il a mon âge. Il m'a fait rire. Il a collé une gomme sur une table à des gens pas importants qui croyaient que c'était important. Ça me fait rire, ça. Un gars qui dit à du monde pas important, vous êtes pas important. Ah, il va rôder autour de moi, qu'est-ce que ça va donner? Puis ça crée, je pense, à mon avis, une super collaboration qui a duré quelques années. Ah oui? Aujourd'hui, on est encore amis. Okay. On s'est texté il y a quelques minutes. Ah ouais? Ouais, on est encore des grands amis. Ben, est-ce que ça te manque d'écrire pour lui? Ou d'écrire avec lui? Est-ce que tu passes encore beaucoup de temps avec lui? Non, parce que nos vies sont très différentes. Oui. Collaborer avec lui, c'est toujours un... Il habite dans le bois. Il habite dans le bois, il faut le mentionner. Il est obsédé par les gilets bleus. Toi, tu es plus occupé à prendre soin de ton enfant, j'imagine. Moi, je me trouve privilégié parce que je l'ai dans mon téléphone. Alors, si j'ai des idées, je peux y pitcher, je peux y proposer. Qu'est-ce que tu penses de telle ligne? Fais non, telle ligne, t'as dit là comme ça. Alors, je collabore plus, disons, officiellement avec lui, mais je sais que si j'ai besoin d'un coup de main, Adib est là et je l'utilise. All right. C'est vraiment un homme particulièrement intelligent, Adib. Oui. J'ai l'impression que la plupart des humoristes vraiment qui transcendent les générations, parce que j'ai l'opinion que Adib va transcender les générations. Il y a de bonnes chances. C'est tous des êtres extrêmement intelligents. C'est rare les bons artistes niaiseux. Oui. La plupart, c'est des succès éphémères. C'est ce qui est, à mon avis, un tour de force. D'être un succès éphémère? C'est un tour de force. Comment? Tellement de gens s'essayent et ça donne rien. Non, mais c'est vrai, tellement de gens essayent quelque chose et c'est même pas un succès. Un one-hit wonder, un succès éphémère, avoir un bon numéro, avoir une bonne chanson, avoir un bon film. Je te salue. C'est très difficile. Ben, c'est un succès. Ouais, les succès éphémères. Ça... Et aussi, il y a quelque chose de beau dans Voici mon succès et c'est fini. Il y a quelque chose de génial dans... Je crois que c'est Rimbaud qui n'a pas écrit plus que 10 ans. Là. Okay. C'était éphémère, mais c'est quand même un artiste génial là, qui, lui, a traversé les époques aussi. Alors, non, si tu... C'est pas le nombre, moi, qui me... C'est pas le nombre de succès que tu as, c'est pas le nombre, c'est percutant ou non. Si tu as été percutant une seule fois, de tout mon respect, de toute mon admiration. C'est quoi les œuvres qui t'ont percuté? L'étranger de Camus, ça m'a percuté. La série de livres de Dennis Lehane, c'était un duo de détectives. Gone Baby Gone, qui était au cinéma. C'est dans cette série-là. C'est un duo d'inspecteurs à Boston qui enquête sur les crimes les plus dégoûtants du monde. Ça m'a percuté quand j'étais enfant. Pour quelle raison? T'avais quel âge quand t'as vu ça? 13-14. OK. Je lisais ça quand j'avais 13-14 ans. Le plus récent que j'ai lu, j'avais, je pense, 16 ans. Ça me percutait. Les dialogues, ça me percutait. Et le monde qui décrivait. Je trouvais ça vraiment beau, le monde qui décrivait. Je trouvais ça touchant. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Ça m'a donné un coup de poing dans la face quand j'ai vu ça à l'âge de 16 ans. Sinon... Les films de Philippe Falardeau, ça m'a percuté. Les Invincibles, une série qui a changé ma vie.
Je trouvais Les Invincibles, c'est un chef-d'œuvre. Comment ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision de l'amitié. Je trouve que une des plus grandes réussites des Invincibles, un des messages des Invincibles, c'est on ment ses amis. Et nos amis, on ne leur montre pas qui on est et on ne sait pas qui sont nos amis. J'ai trouvé ça, c'était un coup de poing. Toutes les séries auparavant et toutes les séries depuis, tous les amis, c'est les meilleurs amis du monde. Ils se prennent dans leurs bras. Wow, t'es mon meilleur chum. C'est un mythe. Souvent, dans la vraie vie, on les connaît pas, nos amis. Et ils nous trahissent et on les trahit. J'ai trouvé ça beau. Les Invincibles, c'est 4 amis qui se font mal. Mais c'est tragédique. C'est une tragédie. C'est 4 amis qui... Les Invincibles, c'est 4 personnes qui se mentent. Je trouve ça beau. Mais comment c'est filmé, comment c'est raconté, ils te montrent leurs mensonges. Et c'est ça la tension des Invincibles. C'est est-ce que l'autre va comprendre, que l'autre va réaliser le mensonge? Je trouve ça hallucinant. Il y a beaucoup de réussite dans cette série-là. Une dizaine, on peut les énumérer si tu veux. Il va falloir que je l'écoute. Mais parce que tu la vends vraiment bien. Le truc qui m'a le plus touché, c'est 4 personnes qui se mentent. Je trouve ça beau. Tu trouves ça beau, 4 personnes qui se mentent? Oui, parce que moi, ce que j'aime de l'art, c'est quand ça te montre une réalité que tu fais « Ah, personne le nomme, ça. Personne le dit. Mais toi, tu le dis. Ah, génial! » Comme c'est pour ça que je pense qu'une des meilleures phrases, c'est pas moi qui le dis, c'est bien des gens qui sont d'accord, la meilleure phrase pour débuter un roman, c'est « Aujourd'hui, maman est morte. » À moins que c'était hier, de Camus. Qu'on se fait dire que nos parents, à leur mort, on va être anéantis. Mais des fois, non. Des fois, c'est correct que la mort de quelqu'un de proche, on s'en fout. Je trouve ça percutant comme début de roman. J'aime les œuvres d'art qui nous disent en société, il y a une manière de fonctionner. Il y a aussi une manière qu'on se sent. Voici comment on se sent. Je trouve ça beau. Je trouve que Les Invincibles, ça montre ça. On parle beaucoup d'amitié. On a un truc qu'on voit dans la pandémie, on n'a pas tant d'amis que ça. Ouais, ben on est complètement coupé de nos amis la plupart du temps. Ouais, ou des fois on réalise « Ah, j'en ai pas tant que ça. » Ouais, c'est vrai. Puis des fois, tu te rends compte, ça fait comme 8 mois que mon meilleur ami m'a pas contacté. Ouais. C'est bizarre, puis il prend pas de mes nouvelles. Ah ben, il a cassé avec sa blonde, je savais pas. Ah ouais, il y avait une maîtresse, je ne savais pas. Ah ouais, il tripait sur ma blonde, je savais pas. Ouais. C'est des choses qui arrivent dans les métiers. Ouais. Et que je trouve dans Les Invincibles, les auteurs François Letourneau, Jean-François Rivard ont mis la lumière là-dessus. Des amis qui se mentent. Mais ton histoire de la phrase, la meilleure façon de commencer un livre, c'est « Hier, maman est morte ». Ça me rappelle... Non, c'est « Aujourd'hui, maman est morte », à moins que c'était hier. Tu peux-tu, s'il te plaît, Nicolas, la première phrase, c'est mythique. Là, si tu googles la... non, pas la première phrase de L'étranger de Camus. Ou les 2 premières phrases. Mais ça me fait vraiment penser... J'avais une prof en secondaire 1 qui était, disons, particulière. Elle était extrêmement... c'est une prof de français, mais je pense que c'est la femme qui a créé le plus d'artistes que j'ai pu rencontrer. Wow! Elle a eu Xavier Dolan comme étudiant parce qu'on est allé à la même école secondaire. Puis elle a, comme même Xavier Dolan en a parlé dans ses entrevues de cette prof-là. Elle a créé plein d'artistes, mais aussi plein de simili-artistes. Tu sais, les gens qui n'ont pas forcément de talent ou qui n'ont pas forcément quelque chose à raconter, puis qui s'inventent artistes sur les réseaux sociaux, qui posent des trucs qui vont faire réagir juste pour crier que c'est de l'art. Mais c'est de l'art, des fois? Oui. Je suis d'accord que c'est de l'art, ça. Puis cette femme-là, elle nous a fait... à un moment donné, elle nous a ramenés à la bibliothèque, elle nous a assis à terre, puis elle nous a fait asseoir à terre, puis elle nous a lu un livre qui s'appelait La Croûte, qui racontait l'histoire d'un enfant le livre commençait « Hier, maman est morte ». Puis elle a commencé à raconter que c'est l'histoire d'un petit garçon qui tu sais, quand tu te grattes ou quand t'as un bleu, ou quand ta peau s'ouvre, il y a comme une croûte qui se forme. Puis lui, tous ses souvenirs, c'était quand il y avait cette douleur-là. Fait qu'à chaque fois que la croûte se formait, il l'arrachait pour se rappeler le temps où sa mère était là. Wow! Ouais. C'est percutant? C'était extrêmement percutant. Wow! Mes parents, ils étaient choqués. C'est parce que je comprends que
maintenant, avec le recul, ça a formé énormément de gens parce que ça les a exposés à la mort. Mais je pense que je suis allé dans une école privée où est-ce que on était quand même assez privilégiés, puis la mort, c'était pas quelque chose qu'on était forcé d'affronter tous les jours. Nous le faire raconter d'une façon aussi relatable, que tu pouvais autant te rattacher à ce personnage-là, étant donné que ben, t'as sensiblement le même âge que le personnage principal. Puis, je veux dire, on a tous une maman. Que tu l'aies connue ou pas, on en a tous une, sa figure maternelle. Juste ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a troublé. Ça m'a percuté. Wow! C'est incroyable. C'est beau. C'est quoi la première phrase? C'est aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est ça! Exactement. C'était pas loin! Ben, mais oui, c'est une des premières phrases percutantes, du moins marquantes de la littérature francophone. Fait que voilà, ouais. Mais toi, cette phrase-là t'a marqué. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a marqué juste parce que à quel point c'était percutant ou aussi parce que ben, ta mère. Ma mère est décédée, les deux. Les deux. C'est certainement parce que aussi un truc que j'ai trouvé extrêmement lourd. Ah ouais! C'est intéressant que tu dises ça. Okay. Un truc que j'ai trouvé extrêmement lourd par rapport à la mort de ma mère, c'est à quel point c'était toute mon identité. J'entendais beaucoup que c'était ça mon identité chez le gars, que sa mère était morte, et que j'avais plus d'identité. Et aussi, vu que j'avais plus d'identité, en me disant oui, sa mère est morte, ça me rappelait que ma mère était décédée, fait que j'étais coincé là-dedans. C'était dans une boucle? Beaucoup de peine. Okay. Une boucle, t'as raison. Et je crois que c'est comme ça que j'ai développé un sens de l'humour. Je déteste, moi, l'expression le clown triste, puis les gens humoristes sont plus tristes que la moyenne. Je n'y crois pas. Je pense plutôt que la tristesse, il y en a partout. Simplement, on est surpris quand quelqu'un de drôle est triste, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Ou du moins, moi, depuis que je suis humoriste, je suis beaucoup plus heureux. Alors, j'adhère pas à ça. Je crois que j'ai développé mon sens de l'humour en me disant ça va être ça ma personnalité. Je vais être drôle. Je veux pas être le petit gars que sa mère est morte, Chris. Je vais être le gars drôle. Pas pour changer les idées, pour avoir une autre identité. Fait que j'étais heureux quand on me disait toi tu vas être humoriste. Plutôt que ah ouais, ta mère est morte puis c'est étrange. Alors c'est comme ça que j'ai développé un sens d'humour. Mm-hmm. Puis est-ce que tu as senti que pas avoir la présence d'une mère, quand tu étais plus jeune puis que tu voyais les autres s'épanouir ou juste vivre, est-ce que tu sentais qu'il y avait vraiment une différence? Gigantesque. Ah ouais? Vraiment gigantesque. Ma psy m'a déjà dit, je pense que c'est pour ça que tu as autant d'amis qui sont enfants d'immigrants ou immigrants. En passant, il y a un extrait de toi qui te dit que tu mens à ta psy. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé en amour avec toi. Ouais, je mens à ma psy. Parce que moi aussi, je me suis reconnu en ça. Puis ça, tu dis, ça te percute parce que ça représente quelque chose qui est vrai. Ben, ça, c'était... Je dois te remercier d'avoir dit ça parce que c'est tellement anodin, mais c'est tellement puissant. Il y a beaucoup de gens qui mentent à leur psy. Je pense. Oui. Je pense. Tous ceux qui me disent qu'ils ne devraient pas mentir à ta psy, ils n'ont pas de psy. Pour vrai, tous ceux qui me disent yo, mens pas à ta psy, ils sont pas en psychothérapie. Tous ceux qui sont en psychothérapie font ah, ben oui, bien sûr que tu mens à ta psy. Voyons non, j'espère. Sinon, à quoi ça sert? Voilà. Mais je crois que. Oui, ce que ma psy m'avait dit, c'est peut-être une des raisons pourquoi tu es bien avec les immigrants, les fils d'immigrants, c'est que tu comprends être étrange. Tu comprends avoir quelque chose qui manque. Tu comprends pas tout à fait comme les autres. Je sais pas que je comprends toute leur réalité, mais quand ils me l'expliquent, je fais ah, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. C'est quoi? Sentir qu'il manque quelque chose. Pas se sentir à sa place. Pas sentir qu'on a le droit à la même réalité que les autres. Je comprends un peu. OK. Puis est-ce que la peine que tu as vécue, que tu n'as pas vécue, étant donné que tu n'as pas vraiment connu ta mère, tu l'as vécue par la suite, tu l'as vécue plus tard? Je peux pas vivre... ça servit pas. Ta relation avec ta mère, ça servit pas, malheureusement. Ouais, non, je parle... J'ai essayé en couchant avec des femmes plus vieilles dans ma vingtaine, mais ça n'a pas marché. Je parle de la tristesse que ça aurait dû provoquer... ça l'a provoqué. Tu sais que t'es triste quand tu dis que tu l'es pas, tabarnak. Puis arrêtez de dire que je suis triste, je suis pas triste, calisse. Généralement, c'est là que t'es vraiment triste. Avec ces mots-là, exact, en général. Généralement. Oui. C'est... tu sais... Quand... Un truc que j'ai observé, chez les hommes et chez les femmes, ça n'a pas rapport avec le sexe. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai de la peine », il est sur la bonne voie. Ah ouais? Je crois. Quelqu'un qui dit « J'ai de la peine », dans la voie de la guérison au moins, il nomme. Quelqu'un qui va vraiment mal, il va plutôt faire « Ça va bien ».
Lâche chez moi. C'est quoi, là? Là, généralement, il y a une vraie peine. Parce que je suis d'avis que quand on a vraiment, vraiment, vraiment de la peine, ça fait mal, alors on se sauve. On pense qu'il n'y a plus là la peine, mais elle est encore là. Et si tu ressens la peine, tu te laisses une certaine vulnérabilité et tu es sur le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison, ça ne dure pas 3 nuits. Ça peut durer 1 an, 2 ans, mais tu es sur la bonne voie. Puis te faire éduquer comme d'avoir une éducation émotionnelle que ton père t'a apportée, est-ce que ça a fait en sorte que quand tu étais triste, tu l'acceptais? Puis non, j'ai des coups dans les murs. ouais? Non, j'étais pas très bon. Je crois que j'étais bon pour les autres. J'étais bon pour les peines d'amour, j'étais bon pour les peines, mais j'étais pas bon pour moi. OK. Puis est-ce que tu as développé ça? Est-ce que tu sens que tu as fait du cheminement pour accepter ta tristesse, le dire et amorcer ton chemin vers la guérison? Énormément. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Là, je suis moins bon pour aider le monde. Ah ouais? Mais je suis mieux pour aider moi. Ça, c'est bien. Comment ça? Un truc que j'ai observé, c'est quand je pensais que j'aidais le monde, j'aidais pas le monde tant que ça. C'était plus une illusion. Et un truc que j'ai observé, c'est... Je pense que... un truc que j'ai observé, c'est quand tu vas... C'est pour moi. Okay? Quand j'allais mal, je voulais tellement aider les autres en pensant que je m'aidais moi. Je me disais, si je peux aider les autres, peut-être que je vais me donner des outils à moi-même. Depuis que je me suis aidé, j'ai plus confiance que les autres vont s'aider soi-même. Puis comment tu t'es aidé? Comment est-ce que tu t'aides? Comment je m'aide? En arrêtant de boire, en allant à ma thérapie, en mangeant comme du monde, puis en disant la vérité. OK. C'est fou comme je m'aide en disant la vérité. C'est quand je dis pas la vérité que je me mets dans le trouble. C'est quand je mens. Puis dans ta jeunesse, est-ce que tu avais tendance à plus mentir? Toujours. Ah ouais. Toujours. Qu'est-ce que tu veux entendre? Je te disais toujours qu'est-ce que je pensais que tu voulais entendre. Puis là, je l'oubliais. Ou un truc que j'ai réglé, ou du moins, je règle depuis cette année, tu donnes plus de promesses que tu peux pas tenir. M'a fait ça! Puis je le fais pas. Puis là, t'évites la personne. Parce que, j'ai promis ta affaire, puis je peux pas y donner. J'essaie de plus faire ça. Si je fais une promesse, il faut que je la tienne. Quitte à pas en faire. Okay. Un gars que j'admire à ce niveau-là, c'est Adib. Il fait jamais une promesse qui tient pas. OK. Mais il fait pas plein de promesses. OK. Il fait juste, il est 100% de ses promesses. Il y a un succès de 100%. S'il fait, je te promets telle affaire, il va le faire. Plein de fois, mettons, telle affaire, je ne peux pas. Non, je ne peux. Il n'y a pas d'excuse, je ne peux pas. Il dit je ne peux pas. Sur le coup, tu fais, ben voyons donc. Par contre, c'est beaucoup mieux je ne peux pas que je vais le faire puis jamais le faire. Ouais. Il te laisse jamais tomber. OK. Puis le mensonge, c'est une partie... tu disais que tes relations de couple auparavant n'étaient pas super. Est-ce que tu as l'impression que le mensonge... C'était ma faute en passant. Je pense qu'à dire les autres filles, c'était épouvantable. C'était moi le problème. Moi, je suis complètement contre l'idée... pour la plupart du temps, je suis contre l'idée que c'était juste sa faute, c'était juste de ma faute. C'est une relation. C'est une relation, c'est une collaboration. S'il y en a un des deux qui force la partie, c'est pas l'un fait tout parfaitement puis l'autre manque aussi. C'est pas totalement de ta faute non plus, je pense. Même si je n'étais pas dans les relations, ça aurait été bizarre. Mais est-ce que tu as l'impression que le mensonge a nuit énormément à tes relations antécédentes? L'alcool a nuit à mes relations antécédentes. Le mensonge moins? Wow! Qu'est-ce que peut se nuire entre l'alcool et... Non, malheureusement, c'est le mensonge. Malheureusement, c'est le mensonge. Wow. Puis en plus, t'es un ancien alcoolique, je pense. Je pense pas que t'es un ancien alcoolique. Je pense que t'es alcoolique, mais tu bois pas. OK. Je crois à ça, moi. Pourquoi t'as ce point de vue-là? Je crois que je ne peux pas avoir une relation saine avec l'alcool. Même si ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté de boire, je ne crois pas. C'est pour vrai, c'est pas si difficile que ça. Dans mon cas. Ah oui? Dans mon cas, c'était pas si difficile que ça. Je crois que je ne pourrais... Je peux pas boire 3 bières. La bonne nouvelle avec moi, c'est que je suis tout le temps un gars qui a pris 3... J'ai l'attitude d'un gars qui a 3 bières dans le corps. Fait que je peux faire le party avec le monde, puis pas boire, puis ça va bien. Mais ça, c'est comme le persona en humour. Ouais. C'est comme tu l'as naturel. Est-ce que t'as... Ça se travaille. Est-ce que tu as dû te créer un persona ou tu étais vraiment... Ça, c'est une question très profonde. Dont je crois que c'est quelque chose que j'ai créé parce que je voulais être ça. J'aimais pas qui j'étais. Alors, j'ai développé un persona et maintenant, je le suis. Tu es tout le temps ce persona-là? Je l'ignore.
OK. Il faudrait demander. Ça, je crois que c'est une question à poser à mes amis et à ma blonde. Ah oui? Mais je pense que la majorité du temps, je suis comme ça. Mm-hmm. Mais parlons de ta blonde, puis ça t'est venu comment l'idée de partir en podcast avec elle? L'idée est venue que je trouve ça vraiment difficile ce qu'on fait en ce moment, une discussion à deux. Je trouve ça, c'est tough à faire. Ça prend de l'énergie. As-tu de la difficulté en ce moment? Ben, je me suis pas préparé. OK. Mais je trouve ça tough faire ça à deux de ton point, de l'autre bord, parce qu'il faut que je me prépare pour l'autre, il faut que je réfléchisse à des questions. Je trouve ça difficile. Ça dépend. Et je voulais un podcast qui était facile. Mm-hmm. Et je me suis dit, et plus humoristique, c'est plus facile d'être drôle à 3. Je me suis dit, je veux un podcast à 3. Et mes podcasts que je préfère avec moi, c'est avec une fille. Puis je me suis dit, j'ai tout le temps une femme, c'est mon podcast. Fait qu'on va faire un panneau, il y a tout le temps une femme. Le problème, ça va mal sonner, là, mais le problème avec les femmes en humour, c'est quand tu as du talent, tu n'as pas le temps de faire un podcast. Genre, être extraordinaire. Mm-hmm. Marilyn Jonca n'a pas le temps de faire un podcast avec moi. Mm-hmm. Elle est bien trop occupée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Wow! À qui je pourrais demander? Qui est disponible à chaque semaine? Puis c'est ma blonde qui avait de moi. Je suis la personne la plus drôle que tu connaisses. Elle dit ça. Elle fait t'as raison. Faisons un podcast. L'idée est partie de même. Mm. Là, j'ai commencé. Comment on fait? Là, ensuite, c'est devenu un travail commun avec ma blonde. Puis comment est-ce que tu te prépares avant les couples ouverts ou beaucoup moins que pour... Je me prépare, mais beaucoup moins que... OK. Beaucoup moins parce que j'ai confiance au sens de l'humour de Steph. Et j'ai confiance à la répartie de Steph. J'ai confiance aux invités. J'ai énormément confiance en Steph. Couple ouvert, c'est le Steph Show. C'est le podcast à Steph. C'est le... Qui comme a du talent, cette femme-là que tu connais pas. Mm. Puis qu'elle est surprenante, puis qu'elle est drôle. C'est ça, l'objectif de Couple ouvert, c'est d'être dans le moins d'un jambes de Steph possible. OK. Puis, est-ce que tu as toujours du plaisir à faire ton podcast à toi? Oui. Thomas Levac? Oui. Oui. Par contre... Ah oui, une autre affaire. Premièrement, je voulais un... Aussi, j'étais un humoriste. Mm-hmm. Et dans mes podcasts, des fois, on l'oublie. Parce que on parle de choses difficiles. On parle de relations difficiles. Très souvent, de la relation avec son père. Ouais! Et je voulais que le monde sache, wow, moi, je suis pas José Lito Michaud. Je l'aime, José Lito Michaud, mais c'est pas le temps dans un train avec José Lito Michaud. Alors, je veux un podcast drôle. Je veux montrer que je suis vraiment drôle, comme n'importe qui. Alors, c'était pour ça. Une des raisons, c'était ça. Et une autre raison, c'est qu'avec la pandémie, je me suis dit, je veux vivre de mon podcast, mais je suis pas assez populaire pour avoir assez de clics et avoir assez d'argent pour ça. Alors, je me suis dit, si j'ai 2 podcasts avec le public que j'ai, je vais avoir le double de clics sur YouTube. Alors, plus d'argent. C'est aussi une décision financière. Okay. Plus de clics, plus de vidéos. En ayant plus de vidéos, YouTube te pousse plus. Si te pousse plus, tu as plus de clics, tout s'enchaîne. Tout roule. Ouais. Mais est-ce que maintenant, tu arrives à vivre du podcast? Bien sûr. Wow! Ouais. Félicitations, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Non. Ben, je veux dire, je peux pas témoigner parce que médiatiquement, je suis pas connu. J'ai aussi Steph qui est vraiment bon en marketing et qui comprend. Ouais, Steph est vraiment bonne là-dedans. OK, donc ça t'a aidé? Ça m'a aidé énormément. Mm-hmm. Pas de Steph, pas de moi qui fait des podcasts. OK. Pas de moi qui fait des podcasts qui rapportent pas. La grande raison pourquoi ce podcast rapporte de l'argent, c'est grâce à Steph. Et au Patreon, mentionnons-le aussi au Patreon. D'ailleurs, je sais que les Patreons, c'est pas qu'ils font quoi? Je te donne l'argent, puis tu parles de ma calice de blonde. C'est quoi qu'elle devienne Patreon, Chris? Mais parlant de ça, moi aussi, je me suis fondé un Patreon pour essayer de subventionner le podcast. Let's go! Fait que le lien est dans la description pour tout le monde. Abonnez-vous, gang. Puis, Steph, j'ai l'impression que ça t'a apporté énormément de bien dans ta vie. Est-ce que je me trompe? As-tu senti que tu t'es amélioré depuis que tu es avec Steph sur des points différents? Moi, je suis devenu humoriste depuis que je suis avec Steph. Ah ouais? OK, avant, tu l'étais pas? Pas de joke. Le lendemain que j'ai rencontré Steph aux Oliviers, le lendemain, il y a une soirée d'humour où plein de monde a annulé parce qu'aux Oliviers, le monde se saoule. Mm-hmm. C'est bienvenu. Alors, plein de gens ont annulé le spectacle en disant « Je veux pas être là ». C'est une soirée à 25$. Là. Mon ami J. Surette me dit « Yo, Tom, viens à ma soirée, plein de monde a annulé, tu vas être bon. Tu vas kill, je te le dis, Ben, tu vas kill. » Je fais « OK ». Je voulais faire mon set. C'était terrible. J'ai fait des jokes pourris de sexe. Et tout le long, j'avais le micro comme ça sur le mic stand et j'étais comme ça. Et je racontais mes blagues et j'étais comme ça. Et je suis sorti de scène, j'avais mal dans le dos. Mais j'ai adoré l'expérience, même si j'ai pas eu de rire. Ah ouais, t'as aimé ça? J'ai adoré ça. Qu'est-ce que t'aimais? J'ai aimé, wow, j'étais capable. OK. C'était de te prouver à toi-même que t'étais capable de faire ça? Ouais. J'avais fait du stand-up dans les années précédentes. J'étais bien sans plus, mais j'avais abandonné. Parce que je me suis dit, je suis pas si bon que ça. Puis je me comparais à des gens beaucoup mieux que moi.
Je suis comme, ah ouais, je suis pas aussi bon que les gens avec qui je travaille, je serais jamais aussi bon. Autant abandonner et écrire. Et aussi, je me suis dit, je peux pas tout faire. Si je veux une carrière en télé, je dois me concentrer sur l'écriture télévisuelle. C'est normal. Je peux pas passer mes soirées dans les clubs. Alors, à la place que j'ai fait, c'est que j'allais plus dans les clubs, mais je me saoulais tout seul chez nous. Ce qui aidait ni ma carrière télévisuelle, ni ma carrière d'humoriste. Mais après l'avoir fait, ça m'a aidé. OK. Et je sais que dans les premiers mois, je me rappelle une fois, j'ai fait quelques spectacles. Je commençais avec c'était plus difficile de me trouver des endroits où jouer. Et je me suis dit, je m'améliore! J'ai pas eu mal au dos après. J'ai pas eu de rire, mais j'ai pas mal au dos, je m'améliore. OK. Alors, je me rappelle ce moment-là. C'est un des moments qui m'a le plus marqué. Ah ouais, un milliard, plus mal au dos. Mais est-ce que écrire, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, Thomas Levac? J'adore écrire, j'adore le contact avec les autres, j'adore communiquer avec les autres, j'adore taper ses nerfs du monde. J'adore que des gens que je méprise me détestent. Ça m'accorde tellement plus de bien. J'aime tellement plus quelqu'un que je déteste, puis il fait « Wack, t'es laid ». Puis ouais, c'est bon ça. Tellement plus que des gens que j'admire qui m'aiment. J'aime ça. Tu préfères la haine de quelqu'un qui te méprise que l'amour de quelqu'un qui t'adore? Malheureusement, oui. Ah ouais? Ouais, c'est ça le problème. C'est un gros problème. C'est un problème que j'ai. Je trouve ça cool. Je trouve que je crois vraiment. Je vais peut-être changer d'opinion un jour. Tu sais t'es qui, en sachant que tu sais t'es qui en voyant qui te déteste. Oui. Beaucoup plus que qui t'aime. Ouais, mais tu peux savoir qui t'es aussi en regardant ce que t'aimes, qu'est-ce qui te rejoint. Je trouve ça, c'est plus clair ceux qui te détestent. Oui, ben ça prend moins de temps à découvrir, je pense. Puis je trouve ça beau, des fois, que des gens n'aiment pas qui tu es et tes valeurs. Il y a quelque chose de beau là-dedans. J'ai l'impression que quand tu sais qui t'es et que tu as une identité forte, ça va venir. Ça vient avec des gens qui vont te détester, puis c'est bien correct. OK. Ouais. Puis tu parles de personnalité forte. Je dis vraiment beaucoup le mot « pis », je m'en rends compte. Écoute, des choses qui arrivent. C'est bien parce que maintenant, une fois que je m'en rends compte, je vais pouvoir... Est-ce que tu te réécoutes? Tout le temps. OK, ben génial. Tu vas t'améliorer à la vitesse de la lumière. C'est parce que j'aime ça m'écouter. C'est correct? Non, mais comme quand un podcast vient de finir puis que je sais que je suis bon, que ça a été bon, bien, je le réécoute puis je suis comme « wow, OK ». Génial. Toi, est-ce que tu réécoutes tes podcasts? Mes podcasts, c'est très difficile. Steph me force à réécouter nos podcasts. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle veut que ça soit bon. Non, mais pourquoi est-ce que toi, ça te pose problème de réécouter tes Je déteste ma voix, je déteste mes intonations, je déteste mon vocabulaire. Et quand je réécoute mes podcasts, je fais juste « je l'aurais dit autrement ça. J'aurais pas dû couper la parole, je vois juste les erreurs. » Ça me fait énormément de mal. Par contre, ça m'a aidé parce que quand tu vois ce que t'aimes pas, quand tu vois les choses que t'aimes pas, que tu dégages, tu les élimines, tu les corriges. Je suis très fort dans le corriger ce que t'aimes pas. OK. Qu'est-ce que tu as corrigé qui était présent dans ta façon d'agir? Parle moins vite. Ah ouais? Parle moins vite. Mm-hmm. Je parle moins vite, je respire mieux, je suis capable de laisser des silences, je choisis mieux mes mots. OK. Puis depuis que tu as commencé le podcast, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux depuis que tu as commencé le podcast? Parce que je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui disait, mais c'est extrêmement bon pour la santé mentale de quelqu'un de faire un podcast ou d'avoir des discussions. C'est sûrement pas moi. Ça, je crois plus que c'est PH ou Dominique Plante. C'est plus. Eux, la santé mentale, c'est quelque chose d'important pour eux. Et c'est cool parce que c'est eux qui ont un studio, puis ça paraît que la santé mentale, c'est important pour eux, parce que c'est une super ambiance. Il y a une ambiance dans ce local qui est extraordinaire. Je crois que c'est la raison pourquoi la majorité des podcasts qui sont enregistrés ici sont bons, en grande partie, avec l'aura de Dominique et PH. Moi, je pense pas que c'est bon. C'est pas qu'être sur YouTube, c'est bon pour la santé mentale. C'est assez normal, ça. Si tu as besoin si t'envoies tes vidéos au grand public pour essayer d'avoir l'approbation de quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas sain. Tu sais, PH et Dominique, c'est deux hommes que j'admire. Oui. Puis deux hommes qui sont très différents de moi. Oui. Et je crois que c'est deux hommes qui ont une quête de la vérité. J'ai zéro ça. Moi, j'ai vraiment une quête. Quoi? Il y a une quête de la vérité. OK. Une quête de se transformer, une quête très noble que je n'ai pas du tout. Moi, j'ai vraiment une quête très show business, très... C'est quoi ta quête? C'est quoi ta quête? Être indépendant. Ma quête, c'est être indépendant. Ma quête...
être indépendant financièrement, être indépendant, être tellement... Le rêve ultime, c'est être mon podcast juste avec le nom, que je peux inviter n'importe qui et qui va avoir des clics et que ça va être tenable. En ce moment, je dépends beaucoup de mes invités. C'est pour ça que c'était génial pour moi, le podcast. Ça m'a aidé. Je parle plus dans d'autres personnes depuis que j'ai le podcast. Okay. Parce que j'ai besoin des autres. Alors, je peux pas parler dans le dos de quelqu'un. D'un coup, je l'invite, ça va être malaisant. Alors, je ne parle plus du tout dans d'autres personnes. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin des autres. Alors, je suis beaucoup plus ouvert aux autres. Et aussi, depuis que j'ai le podcast, j'ai jamais autant écouté ce que mes collègues font. Parce que quand je les invite, j'écoute pas beaucoup les podcasts. Là, mettons, j'invite, je dis quoi? Joe Cormier. Je vais pas aller écouter ses podcasts. Je vais aller écouter toutes ses vidéos. Je vais aller écouter ses numéros de stand-up. Je vais aller voir ses statuts. Ça m'intéresse beaucoup plus ton art que commenter en podcast. OK. Alors, depuis que j'ai mon podcast, je connais un peu plus que mes collègues font. OK. Puis, le podcast, c'est vraiment quelque chose qui... Est-ce que tu consommes beaucoup de podcasts? Non. Non? J'en consomme beaucoup plus avant. Avant d'en faire un? Avant d'en faire. OK. Y a-t-il une raison pourquoi est-ce que tu as un peu cessé d'en faire? Le temps. D'en écouter? OK. C'est une question de temps. C'est une question que j'ai d'autres choses à... Comme j'ai expliqué, c'est beaucoup de temps, le podcast. C'est trouver des commanditaires, c'est trouver des invités, c'est les booker. J'essaie d'avoir des invités assez pesants. Ça prend du temps, avoir ces invités-là. Quand je tombe, mettons, sur, je dis n'importe quoi, mais Anne-Elisabeth Bossé, je dois écouter ses films. Écouter des films d'Anne-Elisabeth, c'est long. Alors, je préfère mettre du temps sur écouter les films dans lesquels elle a joué que écouter les podcasts. Alors, c'est une question de... J'en écoute moins parce que j'en écoute moins parce que j'ai trop de temps à mettre sur le podcast. OK. Tu dis que tu aimerais ça pouvoir recevoir n'importe qui à ton podcast. Qui est-ce que tu aimerais recevoir? Mes fantasmes? Ouais. OK. Mes vrais fantasmes, j'ai deux fantasmes. Mon vrai fantasme, c'est des humoristes que je sais qui sont hilarants, mais qui n'ont pas de nom puis qui sont pas pesants sur les réseaux sociaux. Ben, écoute, tu m'enverras leur nom parce que ce podcast-là, le but, c'est de mettre de l'avant les gens qui n'ont pas de tribune. De leur donner une visibilité. J'ai plein de monde. Invite tout de suite Benson Sylvain, tu vas triper. Ah ouais? Tu vas triper. OK, je pensais déjà l'inviter parce que je l'ai vu 2 fois dans ton podcast. Puis il est génial, ce homme-là. Il est incroyable. Il est incroyable. Tu vas triper avec Benson. Fait que le premier, j'aimerais ça. Hey, salut, ce gars-là, cette fille-là est géniale. Jessica Chartrand, tu vas triper aussi. OK. Ça serait ça mon objectif, c'est de montrer du monde aux spectateurs. Mais mes fantasmes, mon premier fantasme, c'est Ginette Renault. Je veux recevoir Ginette Renault dans une salle de spectacle avec un piano. Puis elle parle, puis de temps en temps, elle va au piano, il y a un pianiste, puis elle chante une tune, puis elle revient jaser. C'est une chanteuse, Ginette. Mike Ward a besoin de faire des gags tout le temps. Elle a besoin de chanter. Elle a besoin de chanter. C'est en elle. Elle n'aurait pas chanté, elle aurait travaillé à la shop, elle aurait chanté à la shop. Elle chante, cette femme-là. Ça la donne qu'il donne un micro et monter sur scène, mais c'est une chanteuse. On en connaît des artistes qui ne sont pas artistes, ils n'ont pas de numéro IDEA, mais ce sont des artistes. Ginette Renault, avec ou sans carrière, c'est une artiste. Ginette Renault, Jean Leloup, si je suis capable de découvrir il est où, ça la planète. Jean Leloup en entrevue, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Ce que j'adore de Jean Leloup en entrevue, il n'a jamais rien dit en entrevue. Qu'il n'y avait pas de bon sens. Tout ce qu'il dit, ça a du sens. Ça a tout du sens, toute c'est logique. Juste, il est présenté ça vraiment. Ça se dit pas. Oui. Mais c'est génial. C'est aussi qu'il est présenté comme un outcast, comme quelqu'un qui ne fit pas. Puis ils exagèrent ce point-là pour que tout ce qu'il dit, ça a l'air fou, mais c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. C'est intéressant. C'est pas fou. Pour moi, un animateur de télévision est tellement plus bizarre que Jean Leloup. Ouais, puis tellement plus bizarre. T'as travaillé avec Eric. Ouais. C'était comment? C'était terrible. Ah ouais? Ben, ce qui est particulier avec Eric, c'est qu'il m'a donné ma première chance. OK. Il avait confiance en moi. Cet homme-là, il a eu confiance pour son nouveau show dans une nouvelle chaîne à un gars de 25 ans. Ça, il faut y accorder. Par contre, c'est pas un bon patron. OK. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, on l'a vu dans le journal. Oui. c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais... OK. C'est ça. Mais... Moi, j'ai un truc que j'ai mentionné souvent. Qu'Éric ne fasse plus de télé, ça me concerne pas. Qu'il en fasse ou qu'il en fasse pas, ça me concerne pas. Un truc que j'espère qu'il va plus se produire. Ce gars-là ne peut plus être producteur. Il ne peut plus avoir des gens sous lui. Parce que ça a été observé. Il abuse des gens sous lui, il en abuse. Faut pas ça. Lui-même, il l'a dit. Lui-même, il a fait une lettre en disant « Ben là, j'aurais pas dû, puis il faut que je travaille sur moi. » Alors,
C'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose qui a été documenté dans le journal. C'est quelque chose qui a été dit. Cet homme-là, avec les personnes en dessous de lui, il en abuse. Puis, quand on parle de Salvaire, on parle forcément de Roson. Puis je travaille pour les deux, moi. Back à back. Tu les as eu les deux? Back à back. Je travaillais pour un gars juste pour rire. J'haïssais ça, puis je m'étais dit, c'est tellement une ambiance toxique, je vais aller écrire avec Éric Salvaire, ça va être mieux. Qu'est-ce qui faisait que c'était une ambiance toxique? Gilbert Rozon? Oui, non, mais je le connais pas personnellement. Je n'ai pas travaillé avec lui, je peux pas dire si c'est toxique. J'ai travaillé... Au début, j'ai commencé à la billetterie juste pour rire, mais j'ai eu quelques réunions avec Gilbert Rozon. C'est pas quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un de très agressif. C'est quelqu'un qui veut absolument avoir raison. C'est un titan, dans le mauvais sens du terme. C'est un homme qui va gagner. C'est un homme, ça a été documenté dans le journal et aussi par des collègues. C'est un homme qu'on n'oublie pas que pour avoir cette subvention, il rentrait dans le bureau du gouvernement, puis il hurlait, puis il sortait pas tant qu'il n'y avait pas cette subvention. C'est un homme qui est là pour gagner. Ça marche sur une patinoire, ça marche pas dans la vraie vie. OK. C'est un homme qui va absolument dominer. Ben, c'est ça. Pour te dominer. Ça fait qu'il y a des gens qui étaient dominés. C'est pas le fun. Puis récemment, on a vu, il s'est passé il y a eu des nouvelles par rapport à ce qui est arrivé. Comment est-ce que tu as réagi à ça? Est-ce que tu as réagi ou est-ce que ça t'a-tu impacté, le fait qu'il non, parce que c'était documenté qu'il allait sûrement s'en sortir. Ah ouais? Moi, j'avais aucune idée de ça. Ouais, c'était documenté, c'était beaucoup écrit. Avec il y avait malheureusement ce qu'on appelle, je crois, le fardeau de la preuve. Okay. Je suis pas avocat. Les gens qui s'intéressent aux affaires judiciaires, il faut le mentionner, reconnaître quelqu'un coupable d'une agression sexuelle en Amérique du Nord, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Le fardeau de la preuve est très, très, très difficile. Très gros. Alors, c'était... ouais. C'est pour ça que je trouve ça... Moi, je sais pas, c'est pas à lui que je pense, c'est à la dame qui s'est présentée. La dame qui a fait tout le processus. Je pense pas à cet homme-là. Je pense que... J'ai travaillé avec, puis j'ai fait quel être ignoble, je veux plus le moins possible, je pense à lui, le mieux c'est. C'est plus la dame qui l'a emmené en cours à qui je pense. C'est à elle, je veux qu'elle aille bien, je veux qu'elle s'en sorte, je veux qu'elle soit pas terrassée. J'ai de l'empathie pour elle. Cet homme-là, non. J'ai pas. Il m'intéresse pas. C'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Puis je trouve ça des fois. Tu sais, on dit souvent, faut penser aux victimes, penser aux victimes. Ben, faisons-le. Ouais. Pensons à ces femmes-là, à ces hommes-là. Puis aussi, on dit pensons victimes. Il y a peut-être, peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais il y a une manière que ces histoires-là sont médiatisées. On dit penser aux victimes. Ben, je sais pas si c'est une super idée, mettre à la une du journal un gros plan de son visage. De la victime? Non. L'homme qui est accusé d'agression sexuelle. Parce que, selon les enquêtes qui sont sorties dans le journal, dans le Devoir plutôt, il y a des dizaines de femmes qui disent avoir été victimes d'une agression sexuelle. Ben, ils prennent le Devoir puis ils voient la face d'un gars qui s'est peut-être violé. Ça fait mal. Alors, autant, il y a beaucoup d'intellectuels, de psychologues qui ont dit, avec les tueries de masse, attention de ne pas faire un culte avec les tueurs. Faisons pas un culte avec les agresseurs sexuels. Ça fait mal pour tout le monde. C'est pas le fun pour personne. Et... Ouais, ça. Mais ouais, c'est pas... Je suis pas super fier de ma comparaison avec les tueurs en série, mais une chose que je veux répéter, par contre, c'est que... Ouais, c'est difficile. Un truc que beaucoup de femmes disent sur les médias sociaux, c'est quand ces hommes-là sont acquittés, ils ont mal, ils revivent leur agression. Alors faisons attention. Puis moi je trouve honnêtement que le système judiciaire, il y a un sérieux problème en ce qui concerne les situations qui mettent la victime en état de stress. Le stress, oublie certains détails, puis demander est-ce que le divan était collé contre la fenêtre ou à côté du mur. Je dois avouer que je le connais pas, le système de justice. OK. Et il y a une partie de moi très naïve qui se dit il y a sûrement une bonne raison pourquoi c'est comme ça. Alors, c'est un avocat ou une avocate que j'aimerais entendre sur la question. Oui, c'est ça. Mais c'est la présomption d'innocence. C'est que tu assumes que la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. C'est parce que dans une situation comme ça, tu assumes que la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire, mais c'est parce que la preuve du contraire,
c'est des détails qui peuvent être extrêmement faciles à oublier quand tu es face à face avec un homme qui veut abuser de ton corps. Et moi non plus, je suis pas du tout qualifié pour parler de ça. Mais alors, je peux en parler, c'est qu'on parle du système de justice. Je pense que remettre en question le système de justice, c'est les juristes, je crois, qui font ça. Et c'est un métier en tant que tel. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. Et c'est des juristes que je vais entendre. C'est pas moi. Je veux dire, il y a tellement de gens qui commentent le hockey. Je veux dire, combien de fois on entend « T'as pas joué au hockey, t'as pas été dans une équipe, commente pas le hockey ». Ça serait bien qu'on fasse la même chose par rapport au système de justice. Ouais, c'est un petit... C'est comme, il y a une échelle un peu différente. Oui, parlons-en, mais il me semble... Peut-être que je dis n'importe quoi, j'espère que je dis n'importe quoi, mais j'entends beaucoup plus des chroniqueurs et des journalistes parler du système de justice que des juristes. Ouais, ben, et des avocats. Les journalistes d'opinion ont vraiment gagné en popularité depuis le début de la décennie. Je pense. C'est cool, les opinions. Mais depuis l'arrivée du web, je veux dire, les chroniqueurs sont payés au clic. Ça, c'est... Je pense qu'ils ont des salaires. Oui, mais il y en a certains qui sont payés au clic, puis ça fait en sorte que la culture du clic fait en sorte qu'on veut attirer l'œil de la personne. Puis la meilleure façon d'attirer l'œil du public, c'est la négativité. On fait des choses, on écrit des gros titres qui sont provocateurs on essaie beaucoup de provoquer. Mais c'est drôle parce que c'est vieux, ça, parce que je crois même qu'au début des journaux, c'est comme ça. À la fin du 18e siècle, c'est aussi quel journal avait le titre le plus provoquant pour l'acheter. Les débuts des journaux à Londres, c'était ça aussi. Je pense que c'est le Daily News à New York qui sont réputés pour ces titres vulgaires. C'est une réputation. C'est tellement que quand il se passe de quoi d'horrible, ils doivent user de leur créativité pour avoir le titre le plus vulgaire du Daily News parce qu'on attend ça d'eux, tu sais. Je crois que c'est un vieux phénomène, attirer l'attention. C'est une de mes hypothèses dans la vie, c'est que la société évolue pas tant que ça, les civilisations évoluent pas tant que ça. Oui, il y a des évolutions technologiques, mais l'être humain reste un être humain et on aime beaucoup les raccourcis. Ouais. Mais le monde des médias cherche beaucoup l'attention. J'ai l'impression que oui, c'est comme ça qu'on... Ben oui, c'est comme ça. Ben, ceux à qui on donne le plus d'attention, c'est ceux qui le cherchent le plus. Ouais, ça vient... Oui, t'as raison. C'est bénéfique parce que des fois, ça te donne un podcast comme le tien qui est super bon, qui est super divertissant. Ça te donne un podcast comme celui de Dom et de PH, mais ça peut aussi donner... c'est quoi déjà le nom du chroniqueur super éduqué dont Wagner se moque dans son dernier show? Fuck. Je sais pas. Non, il est ultra... il est ultra controversé. Fuck. Mais c'est pas côté. Soit Richard Martineau. Richard Martineau. Richard Martineau. Comment j'en reviens pas que j'ai pu oublier son nom. Ça arrive. C'est ça, des fois, ça donne des choses super bénéfiques de donner de l'attention, mais des fois, ça donne vraiment... ça donne une opinion qui est peut-être pas super recherchée ou développée. Mais qui cogne. Oui. Mais Thomas, là, on va s'éloigner un peu de ce sujet-là. J'aimerais ça que tu me parles de... Tu t'as dit que tu avais quitté l'école à 16 ans. Pourquoi? Pourquoi? J'étais pas bon parce que je faisais pas mes devoirs. Alors, je trouvais ça difficile. Alors, j'ai pris du retard. Et je me suis dit, je suis pas bon. Je vis plusieurs échecs. Je vais quitter l'endroit où je vis des échecs. Et je vais me trouver un emploi. C'est ça que je voulais faire. OK. Je voulais plus... J'aimais pas ça. Tout le temps vivre des échecs. Puis comment t'as occupé ta vie à part travailler? Je fumais des cigarettes. Je lisais des livres. J'écoutais beaucoup de télévision et je me cachais de mon père pour pas qu'il sache que j'allais pas à l'école. Ah ouais? C'est comme ça que j'occupais. Comment tu te cachais de ton père? Nico, il m'a dit ça tantôt. T'as beaucoup de culture populaire, de générale. C'est là que j'ai développé ma culture générale. J'allais pas à l'école. Alors, je lisais beaucoup. J'écoutais beaucoup de films. Je m'informais. Je m'étais dit, Puis aussi, j'avais un grand sentiment de honte. Je m'étais dit, je suis pas à l'école, alors je suis moins intelligent que les autres. Je dois avoir un bon vocabulaire. Je dois être bien lu. Je dois savoir plein de choses. Alors, j'apprenais beaucoup pour essayer de compenser mon manque d'éducation, disons-le.
Tu essayais de pallier ton manque d'éducation en développant de la culture générale. Ouais. C'est super intéressant. Comme disait Frank Zappa, j'ai quitté l'école pour aller à la bibliothèque. Wow. Puis tu disais que tu te cachais de ton père. Comment tu te cachais de ton père? Quand il est quelque part, tu t'en vas. Tu reviens quand il est plus là? Voilà. Un peu comme Simon Gouache faisait à l'université? Ouais. Parce que moi, je joue pas aux jeux vidéo, j'essayais de juste développer ma culture populaire. OK. Puis t'as-tu l'impression que... Ma culture générale, pardonnez-moi. Puis ta culture populaire, c'est quoi qui t'a marqué à ce moment-là? J'ai découvert le cinéma à cet âge-là. OK. Je ne connaissais pas le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'était juste des films d'action. C'était Steven Seagal qui donne des coups de poing. C'est le pays rare. Comment il peut faire des milliards de dollars? C'est Steven Seagal. Je savais pas que le cinéma, on pouvait exprimer des idées et des émotions. OK. Alors, j'ai découvert Stanley Kubrick. J'ai dit, ça existe. J'ai voulu en savoir plus. Puis t'as découvert Stanley Kubrick avec quel film? Full Metal Jacket. Encore, on revient à ce film-là? Ouais. Je savais même pas que c'était lui qui l'avait fait. OK. J'avais un ami qui parlait tout le temps de Full Metal Jacket. Il expliquait une séquence où un gars, une balle traversait son casque, il rentrait dans son crâne, il n'en revenait pas. Puis je me suis dit, je me rappelle, je suis au club vidéo, je veux voir cette scène-là, ça a l'air cool. Et j'ai pas remarqué cette scène-là, j'ai remarqué tout le reste. Ah ouais. Puis est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui t'intéresse? J'étais sûr, moi, que j'allais être cinéaste à 17 ans. Je faisais de la coke, j'écoutais des films, puis je m'étais dit, moi, être réalisateur. Parce que je vois beaucoup de films, puis je fais de la coke. C'est ça que ça prend. Et j'avais jamais réalisé. Non, pour faire du cinéma, il faut faire du cinéma. Comment est-ce que ce lien-là s'est fait? Quand tu fais de la coke, tu as plein de liens. Yo, la coke, là, ça t'aide à faire des liens géniaux! OK. Puis t'as commencé à faire de la coke quand? 16 ans. OK, c'est vraiment jeune. C'est l'âge parfait pour faire de la coke. Pour vrai, l'âge parfait pour faire de la coke, parce que t'as le corps pour en faire. La dernière fois que j'ai fait de la coke, ça m'a magané. J'étais dans ma vingtaine. Je peux pas faire de coke, c'est épouvantable. Ah ouais. Mais à 16 ans, ça allait bien. Ah ouais. C'était quoi les effets? T'as vraiment confiance en ce que tu dis. Puis j'ai l'impression que t'as eu un manque de confiance en toi à un moment donné dans ta vie. Je pense que c'est la jeunesse qui fait ça. N'importe qui... T'as 19 ans, si tu me dis, moi, j'ai confiance en moi, je fais, oh, ouais, comment tu fais? Je veux dire, c'est difficile. Tu commences dans le monde, tu serais pas trop de choses. Je crois que ça vient... La confiance vient avec l'expérience. Fait que quand t'as pas d'expérience, t'as peu confiance en toi. Et ce qui peut pallier... Il y a deux manières que tu peux pallier à ça. Le réaliser puis t'améliorer, ou faire de la coke. Et moi, j'ai décidé de faire de la coke. Ben, moi, je fais pas de poudre, j'ai confiance en moi. Yo, génial! Yo, mais génial, c'est bon. Ben, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup rushé, ils ont eu beaucoup de misère à avoir confiance en eux. C'est eux qui, une fois qu'ils l'ont trouvé, ils la gardent. Parce que, ben, un peu comme toi, je cherchais énormément à me définir. Là, je vais pas commencer à parler, c'est pas moi l'invité. Mais genre, je me mettais dans les personnages, j'avais mon propre petit persona que j'avais quand je rentrais à l'école. J'avais tout le temps ça, j'étais tout le temps ça. J'avais tout le temps cette même attitude-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, yo, je suis en train de dire que j'ai fourré 14 filles, je suis encore vierge. Il y a un problème. Parce que j'ai menti à tout le monde sauf à mon meilleur ami. Il y a un problème. Quand mon meilleur ami rencontre mes autres amis, il y a un problème, ça clique pas. Je comprends. Fait que genre, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'étais au début du cégep, c'était il y a 2 ans. Je me suis dit, OK, là, j'aime pas. C'est beaucoup de filles, 14. Oui, c'est beaucoup, oui. Puis j'ai du monde, plein de monde de mon âge qui n'ont pas fourré 14 personnes. Je sais. Puis ça fait en sorte que, ben, c'était aussi le fait que j'étais pas très à l'aise avec ma sexualité. J'avais 17 ans, puis j'avais jamais rien fait. Puis, ce qui est légitime. À mon âge, j'avais l'impression que c'était vraiment... parce que les autres de ton âge mentent. Ouais, mais à mon point de vue, c'était que c'était un prérequis pour qu'on t'écoute. T'as aucune limite. Aucune femme a voulu de ton corps suffisamment pour que tu insères ton organe génital en elle. Tu n'as donc pas le droit de t'exprimer car personne ne t'a donné cette permission-là. C'était ça ma façon de penser, puis c'était imbécile. C'était con. Non, t'avais 17 ans, c'est correct. Oui. Toi, ça s'est passé comment ta première fois? Très rapidement. J'avais amené une fille à dormir. On a fait de l'amour très rapidement. J'ai éjaculé très vite. Puis je m'étais dit, waouh, c'est fait. OK. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ah, moi aussi, j'avais 18. Let's go! Peut-être que c'est avec la même fille. Honnêtement. OK, là, veux-tu entendre une histoire insane? Je t'écoute. Ma première fois, c'est... OK, là, mes parents, ils voulaient écouter les podcasts pendant cet hiver.
ils découvriront ma sexualité. Montez le volume. OK, je m'en vais, c'est un jeudi. Je suis né le 22 août 2001. Je vais dire 2011, mais c'est pas le cas. Puis, c'est un jeudi. Puis, je sais pas si tu connais le club qui s'appelle Les Fouf. J'imagine que tu dois le connaître. Quel film? Les Fouf, le club. Le club? Ah oui, mais moi je l'ai connu avant que ça devienne un club. Avant, c'était juste un bar de métal. Fait que Nirvana a joué là. Ah, quoi? Nirvana. Oui, je sais. C'est insane. Fait que moi, je suis allé là. 22, c'est ma fête. J'avais fait plein de recherches, si bien que j'avais appris que j'avais genre un shot gratuit. Fait que quand je suis arrivé, j'ai collé un shot, j'ai demandé un shot, j'ai eu mon shot. Puis là, moi, je suis en train de m'amuser. Il y a une fille qui me tape la joue. Moi, je me dis que ça a un problème. Genre, elle me fixe. Moi, je suis au bar, puis elle me fait ça. Bizarre. Fait que là, moi, je m'en vais. Là, elle me prend par la main, elle m'embrasse, OK? Étrange. Puis là, plus tard dans la soirée, je perds mes amis. Parce que moi, quand je bois, je perds mes amis. Puis je me retrouve dans une espèce de salle pour manger. Parce que c'est pas aussi manger, c'est un resto-bar en haut. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas grand monde qui soupe là, honnêtement. Si tu vas souper au fouf, c'est un peu étrange. Puis il y a juste une fille avec des tatouages. Moi, je m'assois dans la table devant elle. Puis là, je prends ma chaise, puis je me retourne d'un coup. Là, je dis, yo, tes tatouages sont insane. Puis là, on commence à parler. Il y a son ami qui vient me voir. Elle me dit, t'es-tu en train de cruiser mon ami? Moi, je dis, non. Elle me dit, c'est correct, fais-toi-en pas. Puis là, genre, on parle. Puis il y en a une des deux qui me dit, ça te tente-tu qu'on aille chiller à l'appart? Et moi, j'ai dit non, j'ai des cours à 8 h demain. Et là, une des deux part, puis l'autre me dit, c'est parce qu'on serait dans de faire un trip à 3. Bon! Puis là, j'ai dit, bon, mais là, ça, j'ai plus de cours demain. Par contre, je vais vous prévenir, j'ai pas de condom, puis c'est ma première fois. Fait que la première fois, t'as fait un trip à 3 avec 2 femmes rencontrées au fouf. Oui. Yes! De 22-23 ans. Yo! C'était insane. C'était incroyable. Ouais. Je suis content. C'était-tu bon? Je sentais pas grand-chose. J'étais vraiment sous. Fait que pour moi, c'était comme regarder un film de cul. Genre, je voyais tout, mais je ressentais rien. Yo, Nico, faut que tu le mettes avec les autres. Faut que tu... Quoi? Ah, c'est incroyable! Ah, mais je suis content! Ah, c'est mieux coucher avec 14 filles. C'est mieux. Quoi? C'est mieux que coucher avec 14 filles. Oui. Mais je suis content. Ah, t'étais à tes cours le lendemain? Non. Ben, je suis C'était beau arrivé... parce que t'as appris ce qu'il y avait à apprendre. Oui. Ces femmes-là, c'était tes profs. Oui, puis ils me parlaient de leurs expériences. Et comme, moi, je leur disais, ouais, vous, ça fait longtemps que vous faites L'amour. ça. Puis ils me disent, ouais, depuis qu'on a 12 ans. Bon, OK. Génial. J'ai des genres d'expérience. As-tu recouché avec elle? Non. Pour quelle raison? J'ai tenté, il était pas super intéressé. Ils ont pas aimé ça. Ben, je sais pas. Ils ont pas aimé ça, coucher avec un gars sous vierge? Je sais pas. C'est curieux? C'est curieux, moi je faisais la planche, puis je bougeais pas. T'es sérieux? T'étais ça dans le trip à 3? T'étais juste un dildo pour 2 filles super sexuelles? Ah, quand tu racontes l'histoire, tu commences pas par ça, hein? Tu commences pas par... J'ai juste fait la planche pour 2 filles qui me ridaient. Oui, ben, genre, il voulait pas que je bouge, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah. Il y avait des... Pourquoi il voulait pas que tu bouges? Pourquoi? Parce que t'as commencé à bouger, puis en fait, sais-tu quoi? Bouge plus. Ouais, ça va être ça, je pense. Mais... Mets-toi là, voici un oreiller, puis dans une demi-heure, on va être fini. Ouais, c'est parce que je voyais clairement que les filles étaient beaucoup plus expérimentées dans ce monde-là. Ils avaient commencé déjà à développer des fétiches. Je le voyais parce qu'il y avait une belle cagoule accrochée avec un zipper devant la bouche, ainsi qu'un fouet accroché au mur. Donc oui, je me doutais qu'il y avait... Est-ce qu'ils l'ont utilisé avec toi? Pas à ma connaissance. Ah, parce que tu sens rien, parce que t'étais en état d'ébriété, on le rappelle. Parce que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire en me fouettant. C'est une drôle de façon de célébrer ma fête. Hey. Puis le pire, c'est parce que je me rappelle... J'étais tellement pas dans le moment, je pensais à d'autres choses. Si bien que je me rappelle, mon meilleur ami, je l'ai depuis que j'ai 7 ans. Puis pendant qu'il me raidait, je me disais, ben, câlisse, mon meilleur ami pourra jamais taper ce cadeau-là.
gay que j'ai jamais entendu. La chose la plus gay que j'ai jamais entendue. Je me faisais rider par 2 femmes fucking excitantes. Je pensais à mon meilleur ami. Comme ça, il pourra jamais taper ça. Oh! Oh! Génial! Oh! C'est super. C'est insane. Puis aussi, un autre choix décoratif. Tu sais, c'est quoi un pentacle? Malheureusement, non. C'est une étoile dans un cercle. Une étoile satanique, comme on appelle. Ouais, t'aurais pu dire une étoile satanique, ça, je sais quoi. Il y avait ça accroché sur le mur au-dessus de l'endroit où je me faisais rider. Yeah! Et je sais que ça n'a pas rapport. Ça m'a pris comme 8 mois avant de pouvoir avoir une relation sexuelle où est-ce que je ressentais quelque chose. Peut-être à cause de ça, ou peut-être parce que j'étais vraiment insensible, ou que je buvais trop. Mais est-ce que souvent tu fais l'amour en état d'ébriété? Je l'ai pas fait souvent, honnêtement, donc non. Je comprends. Mais non, c'est pas que je sentais rien, c'est que j'étais incapable d'éjaculer. OK. J'étais incapable. C'est peut-être gay, man. C'est peut-être juste ça. Peut-être que ça te prend un anus d'homme ou une bouche d'homme, qui sait? Louis T, il a fait son coming out en tant qu'autiste Ouais. à Mike Ward. Non, mais je crois. Tu m'invites à ton podcast, je vais faire un coming out. Non, je crois vraiment que quand t'es jeune, t'es dans la performance, puis tu veux bien faire, alors t'es beaucoup dans ta tête et t'es moins dans ton corps. Oui, ça va bien aller. Et tu vas découvrir une fille satanique qui te plaît. C'est pour ça que je bandais, parce qu'il y avait un poster d'étoiles sataniques au-dessus de moi. Puis, oui, non, mais c'est très excitant ce qui s'est produit. Mm-hmm. C'est magnifique. Satan est très excitant. Satan est... c'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est vrai. Ah, c'est génial. Ah ouais? Ah, je suis content. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, as-tu encore les coordonnées de ces femmes? Oui. Deviens ami avec elles. Ah, j'essaye. Ils veulent pas? Ben, je sais pas. Ça fait longtemps que je leur ai pas parlé. Peut-être... ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 1 an et quelques mois que je les ai rencontrés. À mon avis, coupe ce segment-là pour avoir l'heure. Et ils vont aimer ça. Ils vont être contentes. Et j'aime que... Merci à ces femmes qui savaient que tu étais vierge et ont fait « Ben oui, on va faire ça. » Génial! Moi, je suis content. Je les aime, ces femmes-là. Go! Ouais. Ben, Go! Je ferais ça, écoute. Mais ils sont beaucoup plus vieilles, puis j'avais l'impression qu'ils sentaient peut-être un peu que j'étais vraiment... Mais j'étais encore un peu... Ben, je suis toujours immature. Puis ils sentaient, je pense. Quand même... C'est des filles, mais ils sont plus proches de femmes. Ça me fait rire, moi, mes oreilles. Il y a 2 filles de 22 ans qui trouvaient qu'un gars était immature. Ben, j'avais 18. Je comprends. C'est très jeune. C'est vrai. Puis je me rappelle juste le lendemain, je suis pas allé à mon premier cours, mais je suis allé à mon deuxième cours. Toi, t'es très mature. Ben, je suis pas... Merci. Je suis pas allé à mon premier cours, puis je suis allé à mon deuxième cours, qui était à 3 heures. J'avais un cours à 8 heures, puis un cours à 3 heures. Puis je suis arrivé comme à midi parce que tout le monde me textait « Hey, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis moi, je suis juste arrivé comme ça. Le devil! Ouais, j'étais comme... En plus, j'étais rendu mon boy à cause du poster, mais comme je suis juste arrivé, ils m'ont dit « Tu l'as-tu fait? » Puis j'étais comme « Ah, oui. » Yo! J'ai encore le texte de mon ami qui me disait « T'es où, tabarnak? » Puis j'ai juste dit « Inquiète-toi pas, je rentre chez 2 filles. » Quoi? Ils m'ont juste dit « Amuse-toi bien. » Et tu t'es bien amusé. Oui. Même si t'as rien senti. J'aurais aimé ça sentir de quoi, mais bon. Mais un jour, tu vas sentir. Ah non, maintenant, je sens. Yes! Ben, je veux dire, la dernière fois que j'ai eu une relation, je sens. Ça fait un petit bout, mais c'est pas grave. Je te le souhaite. Je te souhaite que ça recommence. All right. Je te le souhaite. C'est incroyable, cette histoire. Ah, génial. Mais c'est parce que le pire, c'est que je niaisais comme quelques mois avant. Je disais, imagine perdre sa virginité dans un trip à 3. Puis c'est arrivé. Puis genre, tu l'as eu. Quand le pire, c'est qu'il y a beaucoup de monde à qui je raconte cette histoire-là qui ont aucunement envie de me croire. Parce qu'ils disent, il était vierge. Puis il est passé de vierge à trip à 3. Mm-hmm. Puis le lendemain, j'ai vu un de mes amis qui avait eu la même blonde pendant 1 an, puis qui l'avait laissé quelques jours avant ma fête. Il m'a dit « T'as fourré une fois, puis t'as eu plus de partenaires que moi. » C'est fou comme à cet âge-là, c'est très important. Oui, c'est vrai. J'espère vraiment que ça va disparaître. Oh oui. Parce que ça va disparaître. Il y a une pression aussi que... Là, c'est peut-être juste... Nico, il arrive jamais... Comment ça va, Nico? Vous faites de l'amour hier. Ouais, avec la date. Avec sa date. Ma 4e, quoi? Il n'y a pas cette énergie-là. Là. Pas du tout. Là. Il n'y a pas tout le temps de... Ouais. Mais il y a des gars qui en reviennent jamais, ils ont des cahiers, puis ils savent le nombre. Ah, c'est terrible. C'est pas terrible. Le monde, ouais, mais des fois... C'est des gens qui aiment les statistiques.
Il y a des gens qui aiment ça. Tu devrais observer le baseball et faire exactement ce que tu fais. Tu vas faire de la sabermétrie. Tu vas être une machine de stats. Tu vas gagner ta vie. Ils vont peut-être même faire un film sur toi, puis Brad Pitt va pouvoir te jouer. Yo! Exactement. C'est quand même génial. Ce serait une scène. Mais ce que tu racontes, ça me rappelle l'ex d'une de mes amies. À un moment donné, je parle, puis il me dit, toi, t'as fait l'amour avec combien de filles? Je dis, 3. Il est comme, hi. Je dis, toi, combien? 52. Regarde. Puis il me montre des vidéos de lui. Des vidéos? Oui, des vidéos. Ça, okay. c'est malsain. Ça, c'est ma grande question par rapport aux vidéos. Est-ce qu'il tient la caméra? Oui, il tient la caméra. Ah, c'est terrible. Oui, c'est très malsain. Puis comme il me suivait, puis il me dit, veux-tu voir une vidéo de moi qui fait sucer? Puis je suis comme... C'est qui cet homme? Je veux pas le nommer. Je le bloquerais, moi, puis je parlerais aux 2 autres filles à la place. C'est pas mon ami non plus. Je veux dire, c'est juste que je faisais de la boxe, puis il faisait de la boxe lui aussi. Et lui... Lui, il pensait que j'étais son ami parce qu'on fait une activité commune. Fait que je vais montrer des vidéos de moi où je fais l'amour à des femmes que c'est pas sûr. Mais je pense qu'il cherchait de l'approbation. C'est possible! Mm-hmm. C'est possible! On en connaît tous des hommes qui essaient d'avoir l'approbation de quelqu'un en notant le nombre de partenaires sexuels qu'ils ont eu. On a tous des façons de chercher l'approbation. Moi, c'était de mentir. Lui, c'était de prouver. Non, lui, il avait des preuves. Des preuves graphiques et vidéos. Oui. Bref, comme il me disait, veux-tu voir... T'es sûr que tu veux pas voir une vidéo de moi qui fait sucer? Je suis comme, écoute... T'es-tu sûr? T'es sorti avec une de mes meilleures amies pendant genre 2 ans. Je suis pas sûr que j'ai envie de voir une vidéo de ton pénis en train de se faire sucer par une autre fille que mon amie. Même si c'était mon ami, j'ai pas envie de voir ça. Je comprends. C'est très bizarre. Je comprends. Quel homme. J'ai envoyé ça à mon ami, d'ailleurs, cet extrait-là. J'ai raconté cette histoire-là et c'est spécial. C'est bizarre. Mais toi, ta jeunesse, c'était quoi? Je veux savoir. C'est la meilleure transition entre... je vais envoyer des vidéos... la vidéo de ça. Ma jeunesse, c'était quoi? Ma jeunesse, j'ai grandi dans Rosemont, Petite Patrie. C'était beaucoup de hockey. Super quartier. J'ai travaillé là un peu. C'était super. Même si je viens de Longueuil comme Nico. Hein, un gars de Longueuil? Ouais, un gars de Nous, on a Longueuil. changé. Maintenant, je suis à Longueuil. Et t'es rendu à Longueuil? Je suis rendu à Longueuil. Oh, wow. Merci. Des personnes disent wow. Juste le monde de Longueuil qui disent wow. Juste Nico et toi qui ont wow. La plupart des gens, ils font oh, man, Tom, le podcast, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Faut que les shows commencent. J'imagine tellement mal Nico dire wow quand tu dis je viens de Longueuil. Nico, c'est un homme, il a les émotions. Oui. C'est près de lui. Man. Ça émane de lui. T'es très heureux. Il est très heureux qu'il ait la famille à Longueuil. Depuis quand t'es à Longueuil? 3 mois, 2 mois. 3 mois, OK. Ouais, c'est récent. OK. Alors, j'étais à Longueuil. Ma jeunesse, c'était jouer au hockey-ball, avoir des guns à pétard, étirer les guns à pétard. C'était, faire ça. C'était faire des mauvais coups. C'était enlever des lumières de Noël et lancer sur le trottoir et courir. C'était jouer au football. Ça a l'air très marqué par le sport. Pas tant. Ben oui, parce que j'étais un petit gars puis j'aime ça bouger. Mm-hmm. Alors, je bougeais beaucoup, mais je faisais très peu de sport organisé, mais je bougeais beaucoup. Ce qui explique pourquoi je ne suis pas un athlète et je ne suis bon dans aucun sport, mais j'ai beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Ça, je ne l'ai pas perdu. C'était ça. OK. Puis, est-ce que tu as eu... Là, on a parlé un peu de ta jeunesse, vraiment jeunesse, comme quand tu avais comme début, peut-être 10 ans maximum. Quand tu es passé à l'adolescence, comment est-ce que ça s'est... Comment tu as vécu ça? La drogue, j'aimais ça. OK. C'est vraiment cool, la drogue. La drogue est venue en... C'est vers 15-16 ans. J'ai commencé à prendre la drogue vers 15-16 ans. OK. De 12 à 15, il y avait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de séries. Beaucoup de télévision, beaucoup de passer du temps avec des amis, beaucoup rire fort. Je me souviens quand j'étais enfant, je riais fort, je riais encore fort. C'est pour ça que tu riais encore très fort. Ça a toujours été important pour moi rire fort. J'aime ça rire fort. Et éventuellement, j'ai découvert la drogue. Ça, je vais faire dans la vie. Prendre la drogue. Longtemps, j'ai pensé que ce que j'allais faire dans la vie, c'est juste faire de la drogue. Et trouve-toi un petit job, fais de la drogue. Mais pourquoi est-ce que tu as essayé la drogue? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'essayer ça? Puis... D'autres gens en ont pris. OK. Et j'ai fait, moi aussi, je vais en prendre. J'ai fumé un joint et j'ai fait, c'est exceptionnel. Wow, c'est donc bien fun, la sensation. OK. C'était quoi le contexte de la première fois que tu as consommé de la drogue? La première fois que j'ai fumé du weed, c'était derrière mon école secondaire, durant l'été. Il se passait un joint. J'ai embarqué sur le joint et Benoît Pajot m'a fait un shot. Un shot, c'est tu prends le joint, tu le mets dans tes dents à l'envers, la cendre vers ta gorge et tu pousses. Et t'es proche de l'autre personne et ça fait beaucoup, beaucoup de boucan, fait que ça te gèle beaucoup. Ça m'a gelé énormément et j'ai adoré ce sentiment.
J'ai adoré prendre le métro gelé. J'ai adoré me promener gelé. Je me suis dit, ça, je fais maintenant dans la vie. Je prends de la drogue, c'est le fun. Et c'est ce que j'ai fait pour les prochaines années de ma vie. OK. Puis t'as escaladé du pot à la cocaïne. Comment c'est arrivé? C'est vraiment le fun, mais si tant qu'à faire de la drogue, on va faire de la coke. Le monde, c'est la coke, on a la cool. Mais j'imagine que t'étais peut-être pas entouré de gens qui faisaient de la poudre si jeune? Non. J'allais en acheter à la Berry-UQAM. J'ai commencé de même. J'étais à la Berry-UQAM, acheter de la poudre. OK. Puis là, ensuite, dans les bars, trouver des vendeurs. Wow. J'aimais ça. C'était le fun. Puis c'est à quel moment tu t'es dit, OK, là, il y a un problème? J'étais plongeur. Okay. Et plongeur, tu laves la vaisselle dans un café, le café Deux Maries qui n'est plus. Et comment je lavais, pas juste moi, mais comment on lavait les ustensiles, c'est que tu prends de la poudre bleue, qui est en fait du savon, que tu mélangeais avec les ustensiles, ça enlevait la graisse et ensuite tu le mettais au lave-vaisselle. Et une fois, j'ai ouvert le truc bleu, j'ai fait « Ah! » La poudre. Je me demande c'est quoi le feeling de sniffer ça. J'ai fait « Wouh! » Développe un problème. C'est pas normal vouloir sniffer de la poudre bleue de lave-vaisselle. Sniffe plus. L'as-tu fait? Si j'ai sniffé le tour de la vaisselle, non, je pense que je serais profondément marqué par ça. Je l'ai pas fait. Puis simplement y penser, je me suis dit, je développe un problème, je dois arrêter. Okay. J'ai arrêté et j'ai recommencé dans ma vingtaine. T'as eu un moment d'arrêt? Un long moment. T'as recommencé? J'ai recommencé dans ma vingtaine. Pourquoi? Pourquoi? C'était mon anniversaire. Puis il y avait un vendeur de coke qui voulait absolument donner de la coke à Safia Nolin. Parce qu'il dit, Safia, faut que tu sniffes ma coke. Safia dit, non, j'en veux pas. T'étais proche de Safia à ce moment-là? À une époque, j'ai tué son chat. Quoi? Attends, je veux comprendre ça. Safia vivait sur ma rue. OK. Safia, je veux pas dire la rue, d'un coup, elle vit bref, elle vivait sur ma rue. Et une fois, elle me dit, t'aimes beaucoup les chats, bébé baleine. S'il te plaît, viens garder mon chat, il a pas l'air bien. Fait que viens t'assurer, viens le nourrir, viens donner de l'eau, viens t'assurer qu'il va bien. Et bébé baleine, elle est vraiment mal. C'est ça son nom? Bébé baleine. Il s'appelait Bébé baleine. Alors, je l'ai amené chez le vétérinaire. Et le vétérinaire m'a dit, il y a plein de trucs cancéreux chez bébé baleine. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dû appeler Safia et dire, chat pas bien, chat le cancer. On tuait le chat. Fait que j'étais là, j'ai tenu le chat pendant que le chat se faisait piquer. Donc, j'ai tué le chat. J'ai tué bébé baleine, le chat Safia Nolin. OK. Ouais. Wow. Ouais. Ça faisait-tu longtemps que vous vous connaissiez? Non. Ça a dû être... à peine un an. Ça a dû marquer votre relation? Non. Non? Parce que cet animal-là allait très mal. Cet animal-là allait très mal, puisque le vétérinaire a dit, c'est souvent les animaux, ils profitent de l'absence du maître pour se laisser mourir. Parce qu'ils ne veulent pas le faire devant le maître, ils ne veulent pas faire de peine. Dès que le maître s'en va, ils se laissent mourir. Wow. Fait que le chat allait mal. Dès que Safia est partie, parce que c'est une femme qui fait des tournées, elle est allée faire une série de spectacles, je me souviens plus où. Alors le chat s'est laissé mourir. OK. Mais donc, tu étais à un bar, un vendeur de poudre voulait faire de la poudre à Safia. Adi m'est intervenu puis dit, arrête de faire. Arrête. Il me rappelle, Adi m'a crié, arrête de vouloir faire sniffer de la poudre à mes amis. Et moi, j'ai fait, yo, moi, ça me tente. Moi, je suis pas avec lui, moi. Moi, je suis pas dans la gang qui mentionne. Moi, si tu veux donner de la coke gratuitement à du monde, j'en prends. J'en ai pris. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis rentré à la maison et j'ai répondu à plein d'emails. Ça faisait longtemps que je repoussais. Puis je me suis dit, une fois sur le high, t'avais répondu à plein d'emails. Ouais. OK, je pense que j'ai un problème. Parce que ça m'a détendu. Et quelques semaines plus tard, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. OK. J'ai réalisé, j'avais une anxiété. J'étais très anxieux, j'étais très mal. J'ai commencé les antidépresseurs. Et j'en ai pris pendant 1 an et demi. Pendant les antidépresseurs, par contre, j'ai approfondi mon problème d'alcool parce que j'avais moins de séquelles de lendemain de veille. Je me suis dit, bois plus souvent. Et quelques années plus tard, je me suis dit, je ne bois plus. Et depuis, je ne bois plus. OK. Puis cette décision-là d'arrêter de boire, c'était pourquoi? J'allais avoir un enfant. Et je m'étais dit, je tiens à ma famille, et si je perds ma famille, ça va être à cause de moi. Ça va pas être à cause d'un problème d'alcool. Et aussi, c'est drôle, un problème d'alcool, jusqu'à temps qu'un petit bébé soit impliqué. C'est plus drôle là, quand il y a un enfant impliqué. Man up. Alors, j'ai décidé d'être le plus présent pour elle. J'ai décidé de ne pas être en état d'ébriété devant elle. J'ai décidé de tout lui donner. Je veux pas être le père alcoolique qui n'a pas été là, ou le père alcoolique que... je veux pas mettre ma blonde dans une situation où elle est obligée de me laisser puis de couper les ponts avec moi pour protéger la petite à cause de mon alcoolisme. Je veux pas vivre ça.
Et aussi, pour moi, ma relation avec l'alcool, c'est que ce que j'aimais de l'alcool, c'est que j'avais pas à fouiller en moi. Dès que j'avais un problème, c'était l'alcool. C'est ce que j'aimais de l'alcool. Moi, je continuais à boire pour tout le temps avoir une excuse d'être nul. Pas tel contrat, l'alcool. Je me suis pogné avec tel ami, l'alcool. Ça va pas bien qu'une fille, l'alcool. J'ai toujours de l'alcool qui venait expliquer pourquoi ça allait pas bien. Si t'enlèves l'alcool, faut que tu fouilles. Parce qu'un truc que j'ai développé... Moi, ce que j'ai observé de la sobriété, c'est que c'est plate, puis ça ne règle rien. Ça règle aucun de tes problèmes. Arrêter de boire ou arrêter de consommer. Ouais. Tu restes la même personne. Alors, tu dois régler tes vrais problèmes. C'est ce qui fait mal d'être sobre. C'est fuck! C'était pas le problème de l'alcool, c'était ma personnalité. Il est fort, il est plate. C'est triste en crise à se rendre compte. Ouais. Tu t'es rendu compte de ça? C'est quoi les effets de ta sobriété? Les effets de ma sobriété, je n'ai plus d'excuses. OK. Depuis... Mais toi qui aimes être une victime, ça doit te poser problème, ça doit te faire chier. C'est plus rough. Ah, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis déchiré, je m'arrangeais pour me blesser. Des fois, je me suis arrangé pour me blesser. Comme ça, quand je me suis déchiré. Ouais. Pourquoi? Parce que quand t'as des béquilles, le monde, ils te prennent en pitié. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ma blonde le sait, ça. Ma blonde, elle sait quand je suis magané. Elle fait non, on va pas jouer au basket, Chris. Tu vas venir, tu vas te pousser à bout pour pouvoir être blessé. Puis là, tu vas faire pitié, puis tu vas aimer ça. Non, mon tabarnak. Quand t'as mal aux chevilles, tu ne peux pas jouer à un sport où les chevilles sont vraiment en demande. Ouais, mais là, c'est quoi, tu te demandes, c'est quoi, c'est le basket? Yo, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi, c'est juste le basket? Yo, c'est juste le basket. C'est le basket. Je paierais pour jouer au basket avec toi. Pardonne-moi? Je paierais pour jouer au basket avec toi. Je suis pas bon. Non, juste pour le fun. Moi aussi, je suis pas bon. Mais j'adorerais ça, jouer au basket avec toi. Écoute, ce serait insane. Quand tu veux. Right. Dès que c'est possible. Alors voilà. C'est des beaux terrains à Longueuil. Alors voilà. En plus, on est à Longueuil, donc j'ai pas besoin de prendre le métro. Super. En plus. That's it. Mais voilà, c'est ça le plus difficile de la sobriété. OK. T'es la même personne. Et aussi, qu'est-ce qui est tough avec la sobriété? Moi, ce que j'ai trouvé tough, c'est... fuck, je suis de bonne humeur, pas juste boire. Pas me saouler pour célébrer quelque chose. OK. Faut que je célèbre autrement. Comment tu célèbres maintenant? Je fais yeah! Puis je passe à autre chose. Tu dis let's go très fort. Je dis let's go. Non, oui, malheureusement. Je fais ça. Mais tu parlais de ton enfant. Est-ce que avoir un enfant, c'était quelque chose qui était déjà désiré depuis longtemps à tes yeux? Oui. Oui? Ben avec Steph, qui s'est produit, on s'est dit on veut un enfant, puis le mois d'après être enceinte. Ça nous a surpris les deux. C'est efficace. Oui. On a... Gars, je vais le dire, j'ai un superbe sperme. C'est chanceux, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ça a pris une couple d'années avant de m'avoir pour mes parents. Toi, t'as eu la main de Dieu qui t'a donné un sperme merveilleux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un enfant? Non, c'était quoi? Est-ce que c'était désiré d'avoir un enfant? Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Oui. Moi, au début vingtaine, j'en voulais un avec une femme avec qui j'étais. Ah ouais? Qu'est-ce qui te donnait le goût d'avoir un enfant? Ça a l'air le fun. Ah ouais? C'est vraiment le fun. Mais t'as été élevé dans une situation où est-ce que ton père était fatigué? Ouais. Comment est-ce que... Fait que je veux l'avoir tôt pour pas être fatigué. Parce que mon père m'a eu très tard. OK. Il t'a eu à quel âge? 37 ans. Ouais. Toute ma vie, j'ai eu un homme en quarantaine fatigué. Moi, j'ai vécu la crise de la quarantaine d'un homme. C'est très bizarre. Vivre dans la même maison qu'un homme qui est en crise de quarantaine. Puis qui est tout seul? Qui est seul. Fait que je voulais pas ça. Je voulais... Hey, sais-tu quoi? J'ai de l'énergie. J'ai une femme qui m'aime. Let's motherfucking go. OK. Puis, à part avoir l'air le fun, est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Non. Non? OK. Ça, il y a une relation amoureuse. Oui, c'est sûr que tu préfères avoir un enfant avec une relation saine. Non, c'est que je trouve que c'est l'aboutissement d'une relation amoureuse. Quand t'es bien avec quelqu'un, je trouve qu'avoir un enfant, c'est super. Ben, ça dépend d'une personne à l'autre. Oui, moi, là. Oui, pour toi. Les autres, ça les regarde, mais pour moi. C'était-tu la première fois que tu pensais avoir un enfant? Non. Non? C'était la première fois que c'était concret, puis let's go, puis ça marche. OK. Mais je me rappelle déjà, moi, je voulais un enfant, l'autre en voulait pas. Ça m'est déjà arrivé. Mais là, c'est la première fois qu'elle voulait, je voulais. Let's go. OK. Puis... C'est fou comme les décisions les plus importantes dans ma vie, je réfléchis pas longtemps. Je suis pas quelqu'un de profond. Mais zéro. J'ai très peu de profondeur. Je suis beaucoup
semble que ça serait drôle d'avoir un enfant puis montrer des affaires. Puis au début, il l'a pas. Puis éventuellement, il l'a, puis c'est le fun de voir ça. C'était ça mon processus. Okay. Je veux voir quelqu'un apprendre à tenir une cuillère. Je veux voir quelqu'un apprendre à dribbler un ballon. Ça va être drôle. J'aime ça apprendre des affaires. J'aime ça montrer des affaires. Fait que si j'ai un bébé, je vais lui montrer des affaires. On fait ça, go. Là, je pensais à une phrase qu'un rappeur dit dans une de ses phrases, c'est simple d'être compliqué, c'est compliqué d'être simple. T'es extrêmement chanceux d'être simple. Je suis très simple. C'est un cadeau d'être simple. Il y a tellement de gens qui passent leur vie à essayer de simplifier leur vie. C'est compliqué d'être simple, mais c'est vraiment facile d'être compliqué. Paul Valéry disait que de choses il faut ignorer pour agir. Qui disait ça? Paul Valéry, c'est un grand écrivain. OK. Alors, je savais pas qu'est-ce que ça impliquait avoir un enfant. C'est ce qui m'a encouragé d'avoir un. OK. Puis depuis que t'es père, comment tu te sens? Pas grand-chose a changé. Ah ouais? Une chose qui a changé, c'est j'ai plus de patience pour le monde ennuyant que j'apprécie pas leurs idées. Parce que je me dis, le temps que je t'accorde, je l'accorde pas à ma fille. Ah ouais? Non. OK. Bye. J'accorde beaucoup plus de temps aux gens que j'aime. J'ai plus de facilité à dire aux gens que j'aime, que je les aime. Et je le fais encore, mais j'accorde moins de temps à la haine. Moins de temps à c'est pas correct, ça c'est pas, ça c'est laid. Moins de temps à ça. OK. Ça m'impressionne que vous avez eu un enfant très tôt, puis que je veux dire, ça a pris 1 an et demi, c'est ça? Est-ce que Steph, elle a toujours voulu un enfant? Non! Ben non, je vais pas parler des envies de Steph parce que c'est son intimité et elle aime pas me parler de son intimité. Moi, ça me fait plaisir d'en parler de la mienne. Moi, j'ai toujours pensé que j'allais avoir un enfant, même quand j'étais junkie. Même quand t'étais junkie? En fait, non. Quand j'étais junkie, je pensais pas à cette affaire-là. Je retire ce que j'ai dit. Mais dès que je suis bien qu'une femme, j'ai envie d'avoir un... C'est pas vrai. Mais je m'étais... Avoir un enfant, pour moi, ça allait aller de soi. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Je pense à haute voix. Comment ça, c'est faux? J'ai jamais pensé à avoir des enfants, mis à part quand Steph m'en a parlé, j'avais quand tu veux. Ah ouais? Ouais. OK. J'ai déjà anticipé, il me semble que ce serait le fun, mais c'est avec Steph que on le concrétise. C'est pas juste, hey, ça serait cool, faire la route, la Californie des vins, là, puis tu le fais jamais, là. Avec Steph, c'est la seule fois que c'était concret. Ah ouais, tu veux un enfant, comment on s'arrange? Papa, let's go, là. On entend le processus. All right. Je sais pas quoi dire. J'adore te parler. C'est merveilleux. Merci beaucoup d'être là. Plaisir. Moi, j'adore que tu aies fait la planche avec 2 femmes. Nico aussi, d'ailleurs. Nico adore ça aussi. T'adores tout ça, Nico? Moi, je trouve que c'est le move le plus baller au monde d'avoir perdu sa virginité avec 2 filles. Là, Ah ouais? Je suis fier de toi, man. Me faire dire je suis fier de moi par Nicolas, ça vaut plus que se faire dire je suis fier de toi par un père ou par un parent, une figure paternelle. Écoute. Tellement! Nicole est over la figure paternelle. Bien sûr! Je pense pas, honnêtement. Pas d'accord. Je le prends, merci. Pas d'accord. Et tu vois comment est-ce que ton père t'a éduqué, tu vois comment est-ce que ton père... ce qui manquait que l'éducation que ton père t'a apporté, est-ce que tu te projettes un peu puis tu te dis, OK, quand je vais élever mon enfant, je vais apporter ça que mon père m'a pas apporté? Puis je vais pas donner autre chose. OK. Je pense qu'il y a plein de choses que je vais tellement pas vouloir être mon père que je souhaite être comme mon père. Ou plein de choses merveilleuses que mon père m'a apportées, je l'apporterai pas à mon enfant. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas être comme ton père? Ton père, la chose qui semble t'avoir provoqué le plus de malheur, c'est le fait qu'il était fatigué. Ouais. Là, t'es jeune, t'es rempli de vigueur. Pourquoi tu cherches à ne pas être ton père? Par contre, je réalise pourquoi je cherche à pas être mon père. Oui. Parce que moi, je trouve ça curieux, vouloir être comme ses parents. Ça a déjà été fait. Fais autre chose. Oui. Fais autre chose. Oui, c'est vrai, mais tu peux essayer de... Si tu as eu un père excellent, si tu as eu un père super bon... Je trouve que c'est une pression immense avoir des excellents parents. OK. Les gens que je connais, les artistes que je connais, qui prétendent avoir des parents géniaux, ils sont contraignés. Ils ont peur. Ils se disent, je serai jamais aussi hot que mon père, je serai jamais aussi hot que ma mère. J'ai heureusement jamais eu
j'ai jamais eu ça. Premièrement, je suis mieux que ma mère, je suis en vie. En effet. Deuxièmement, je suis très différent de mon père, youpi. Même si ma blonde, quand elle est fâchée contre moi, elle me dit « Ah, t'es comme ton père. » Ah ouais? C'est quoi vos points en commun? Mon père et moi? Oui. Notre physique, notre manière de s'exprimer, notre désir de tout le temps vouloir provoquer l'autre puis être surpris que l'autre soit fâché. Comment on rentre en relation avec les autres, qu'on parle fort, que quand on rentre dans une pièce, on veut prendre Qu'est-ce que tu veux dire? Comment vous entrez en relation avec les autres? C'est quoi votre point commun? On rentre à quelque part, on fait beaucoup de bruit. OK. On dit quelque chose de très provoquant pour que les gens se rappellent de nous. On veut vraiment que les gens se rappellent de nous en bien ou en mal. On se ressemble aussi. On a les mêmes patois, le même parler. On parle beaucoup avec nos mains. Ma blonde, elle a ri de moi hier. Elle a dit... J'ai montré un texte de mon père. Moi, je voulais qu'elle me prenne en pitié. J'ai dit, quand mon père est bête, puis je veux qu'elle me dise, « Ah, oh, wow, tu fais pitié. » C'est ton... Mais elle a fait, « Non! Il te parle comme tu parles à tout le monde. C'est ton sens de l'humour. Vous avez le même sens de l'humour. » Ah ouais? Qu'est-ce que t'as envoyé comme message? J'ose pas en parler, mais okay. Ce que ma blonde me dit, c'est... Il est comme toi. Ton sens de l'humour, c'est lol, jab, jab. C'est comme ça qu'elle décrit mon sens d'humour. Lol, jab, jab. Ah, c'est vrai. Quand j'ai dit que j'avais perdu ma virginité avec deux filles, ça a été lob, jab, jab. Voilà. Lol, jab, jab. Tu m'as dit que t'as fait la plage parce que t'as commencé à bouger puis ils ont dit non, ça va. Lol, jab, jab. C'est ça sa manière de... Ouais. Tu vas faire de la boxe. J'ai fait de la boxe quand j'étais... Moi, j'ai fait de la boxe pour pouvoir battre mon père. OK. Ouais. Cette haine-là que t'as pour ton... Ben, je sais pas si je serais capable de la qualifier comme de la haine, mais... Ouais, quand tu payes pour que quelqu'un t'apprenne à donner des coups de poing, c'est de la haine. OK. Ben, ça date de combien de temps? L'âge de 9 ans, genre. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu te rappelles pourquoi? Ouais. Pourquoi? J'avais peur de cet homme-là. Fait que j'avais énormément peur de cet homme-là. C'est un homme très imposant qui parle fort. J'avais peur. OK. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que si tu avais peur de ta figure parentale, en général, c'est pas super bon pour les relations de couple qui s'en suivent. Si on regarde un peu l'éducation d'un enfant, comment tu es élevé. En relation de couple, t'es comment? Ça dépend avec qui? Oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu as tendance à... J'essaie de me rappeler de mes cours de sexualité qui nous apprenaient ça. Mais il y a deux facteurs qui font en sorte que de comment tu agis. C'est comme un graphique. Il y a l'axe des X, l'axe des Y. Puis il y a l'anxiété d'abandon et la capacité à apprécier la présence de l'autre. Mm-hmm. Est-ce que est-ce que tu es anxieux si quelqu'un te dit qu'ils savent pas vraiment s'ils veulent continuer à te côtoyer? Énormément. Oui? OK. Puis comment tu réagis à ça quand ça t'arrive? Voyons, Chris. Ah ouais, c'est la colère? Ouais. OK. Ou, on va tout faire pour... Avant, ce que j'avais, c'est, tu veux partir, moi, tout faire pour que tu restes. J'étais le héros de moi, tout faire pour que tu restes, moi, tout faire pour que tu restes. Puis dès que t'es bien, puis dès que tu fais je veux rester, je fais, t'es vraiment bizarre de vouloir rester. Arc. Tu vaux pas la peine. Faut que tu veux rester. Si tu veux rester avec moi, c'est que t'as aucun goût, tu ne m'intéresses pas. Mm-hmm. J'adorais les gens qui m'aimaient pas. J'adorais me faire dire non. OK. Puis ce besoin de... t'avais-tu un grand besoin de réconfort quand t'avais quelqu'un? Un grand besoin d'avoir la personne proche de toi, oui, avec toi? C'est étouffant. Ah oui? C'est extrêmement étouffant. OK. Ouais. Wow. Ouais. OK. Puis comment est-ce que tes relations antécédentes réagissaient en général à ce besoin étouffant-là d'être avec quelqu'un? J'étouffe. Ah ouais? Arrête de m'étouffer. Je t'étouffe pas. Ouais, tu m'étouffes. De là, ma phrase, tu m'étouffes. Les gens disent pas tu m'étouffes s'ils sont pas étouffés. OK. C'est fou. Maintenant, mes cours de sexualité me servent. Écoute, c'est bon. Ça m'a pas appris à faire une meilleure planche, mais ça m'a appris à psychanalyser. T'as appris à le faire plus souvent. T'as appris à te mettre dans des occasions, tu peux. Mais c'est insane. Puis est-ce que tu... Comment tu voudrais élever ton enfant? Est-ce que tu y penses un peu? Est-ce que ça te stresse d'élever un individu? Non. Non, ça te stresse pas? Je suis d'avis que si tu as une belle attitude et si tu l'aimes, il y a une belle évolution et que c'est une personne à part entière et la personne va découvrir elle-même l'existence et elle va être différente de toi. Okay. Et j'espère l'élever avec beaucoup, beaucoup de liberté pour qu'elle
soit la personne qu'elle est, je crois que c'est difficile d'essayer d'avoir un clone de soi. Je trouve ça fou, le monde qui appelle leurs enfants juniors ou le même nom de... Non, tu veux pas un clone, tu veux quelqu'un qui se développe. Ouais. Mais c'est ça qui fait en sorte que la plupart des gens, ils se pognent avec leurs parents, c'est que t'es une version... Tes parents, c'est tes défauts, mais ils veulent pas changer. Ouais, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est exactement les mêmes défauts que t'as, mais comme exagérés, puis ils refusent de changer. Ouais, c'est beau. Dans mon âge, les gens, ils sont encore ouverts à changer. L'opinion des autres, c'est encore très important. Fait que si on te dit « Ah, t'es susceptible », tu vas être comme « Ah bon, je suis susceptible? OK, je vais essayer de changer ça. » Mais tu dis à ton père « Hey, t'es susceptible? » Puis il va dire « Fuck you. Mm-hmm. » Parce qu'il va dire « Non, je suis pas susceptible, de quoi tu parles? Mm-hmm. » Souhaiter avoir un clone, c'est malsain. Souhaiter avoir un... Il y a beaucoup de gens qui font de la projection à travers leurs enfants. Ils disent genre, j'aimerais ça que mon fils soit comme ça. J'aimerais ça que mon fils soit médecin, qu'il fasse la même job que moi. C'est extrêmement malsain. Penses-tu que le fait que tu aies été élevé dans une situation où est-ce que tu voulais pas être comme ton père a fait en sorte que tu veux pas que ton fils ou ta fille soit comme toi? J'ai jamais pensé à ça, pour vrai. OK. En ce moment, je suis dans... J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle a besoin, qu'elle a tout. Je suis vraiment dans le jour. OK. Je ne vois pas à court ou... je ne vois pas à moyen ou à long terme. OK. Mais c'est tant mieux parce que c'est la meilleure façon de laisser son enfant apprendre et vivre. Ou pas, parce qu'il y a aussi une partie de moi qui fait... je connais personne qui capote sur l'éducation qu'ils ont eu de leurs parents. Alors, je vais le laisser aller par rapport à ça. Mm-hmm. Je crois que ça fait partie de l'existence, d'être déçu de l'éducation de nos parents. Alors, je me dis, si je fais le mieux, et elle sait que je l'aime, c'est tout ce qui compte. Si tu sais que tes parents t'aiment, puis tu peux te tourner vers eux quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand ça va mal, les choses vont bien. Le reste... OK. Et je crois que c'est normal pour un enfant de vouloir se détacher de ses parents et de faire non, je n'aime plus des valeurs, je veux mes propres valeurs, puis qu'il y ait une agressivité là-dedans. Pour moi, c'est tout à fait adéquat et normal. Okay. Je dis ça quand c'est même pas encore arrivé. Là. Quand ça t'arrive, c'est plus rough. Là. Ouais, c'est sûr. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est des choses qui arrivent. Mais oui, avoir un... C'est curieux, je pense pas énormément à l'éducation de mon enfant. Ah oui, c'est ça. C'est... t'es encore... t'es pas... dans ton domaine, tu commences à faire ta place, mais t'es pas encore totalement établi. Ben, zéro. Puis, avoir un enfant, à ce moment-là, de ta carrière, comment t'entrevois la suite de ta carrière? Est-ce que t'as l'impression que tu vas devoir jouer au balancier pour essayer de donner... Je pense zéro pour ma carrière, je pense zéro à mon enfant. Je pense plus qu'en ce moment, il y a une pandémie puis je peux pas faire le spectacle. C'est une excellente... Je crois que c'est plus ça le problème. Oui. Et je crois même avoir un enfant... Je ne pense... Je pense pas comment je vais balancer famille et travail. OK. Je pense que je vais l'avoir beaucoup. Et je pense aussi, ce qui est cool d'avoir un enfant, c'est que ton enfant ne connaît pas la réalité des autres. OK. Il va penser que c'est normal. Avoir deux parents qui ont de quoi sur Internet, avoir des parents qui s'en vont pour faire les spectacles. Avoir une mère qui est morte, comme dans ton cas, tu crois que c'est normal? Oui. Ou du moins, un jour, il va falloir y en parler. OK. Pas tout de suite. Alors voilà. Je crois vraiment que c'est plus tough. Je pense annoncer à son enfant de 9 ans, je deviens artiste, fait que la vie change, mais elle pourrait être normale que j'ai cette réalité-là. OK. Ben, Thomas, merci infiniment. Plaisir. C'était vraiment le fun. T'es excellent. Ah ouais, merci. C'est vraiment bon ce que tu fais. Super. Ben, merci beaucoup. Puis on restera en contact pour les invités que tu voulais me recommander. Ça fait plaisir. Parce que le podcast, ce podcast-là, le but, c'est vraiment... Invite ma blonde. Ben, je voulais vous recevoir les deux ensemble. Je capoterais à vous recevoir. Quand tu veux. All right. Fait que... La prochaine fois que tu me vois, peut-être ailleurs. Ça va être avec Steph. OK. Super. That's it. OK. Merveilleux. Puis si jamais tu fais un podcast sur le basket, écoute, ça fait plaisir. Tu me contacteras. Ça me fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut le suivre sur Instagram, sur Facebook. Facebook, d'ailleurs, tu as fait un excellent post aujourd'hui. Comme quoi le fait que tu n'as jamais écouté de Billie Eilish, c'est jamais. Moi non plus. Yeah!
On a ça en commun. J'ai un refus total de de la mode musicale. J'écoute vraiment peu la musique populaire, donc Let's go! Je refuse cet artiste. Let's go! Parce que ça popularise l'émotion de la tristesse. C'est profondément malsain, à mon avis. L'idée principale de Billie Eilish, c'est « je suis triste ». OK. Vends-toi pour autre chose. Vends-moi ton art. Vends-moi pas ton émotion. Elle fait de l'art extrêmement bon, mais c'est triste. La seule chose qu'on se rappelle d'elle, c'est que c'est la fille triste qui fait de la bonne musique. C'est comme... Essaye de capturer plus qu'une simple émotion. Une émotion, c'est une source inépuisable de musique, mais la chose qui va faire en sorte qu'elle va peut-être rester, c'est qu'elle va être capable d'explorer d'autres émotions. Admettons, Eric Clapton, il a exprimé d'autres émotions. Tears in Heaven, c'est de la tristesse, mais admettons, Layla, c'est une autre émotion. C'est ça qu'on fait, qu'on l'écoute encore à ce jour, à mon avis, c'est sûr. Fait que bref, on peut te suivre où? Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, sur YouTube. Googlez Thomas Levac. Tous mes trucs s'appellent Thomas Levac parce que c'est simple. Et mon podcast Couple ouvert avec Stéphanie. Super. Bon, ben merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vais mettre le Patreon dans la description. Abonnez-vous. Yeah! Bonne semaine. Il mérite de l'argent.